Dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir David Nicolas, le host et créateur du podcast Limitless Project, où l'on challenge nos idées sur l'alimentation, le biohacking et toutes ces choses qui nous permettent de mieux vivre en plus de l'entrepreneuriat. Ce podcast est très intéressant et vous allez voir que David l'est aussi, puisqu'aujourd'hui, il va nous parler de génomique, l'analyse de nos gènes et comment certains de nos gènes vont déterminer notre capacité à digérer ou pas certains aliments et même à faire fonctionner certaines hormones. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Quand j'ai découvert ce domaine, cette nouveauté, j'ai vraiment été bluffé par les possibilités que cela nous offrait. Mais comme je n'y connaissais rien, j'ai voulu interviewer quelqu'un qui était calé sur le sujet. Le podcast avec David est vraiment très intéressant et attention, il est quand même un petit peu technique à certains moments. Je vous invite donc à l'écouter avec attention, peut-être même à prendre certaines notes. Mais en tout cas, on va partir ensemble à la découverte d'un tout nouveau monde. J'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles. J'espère que vous allez apprécier ma conversation avec David Nicolas. David, c'est un peu le match retour aujourd'hui parce que tu m'as invité sur ton podcast. C'était très très cool. D'ailleurs, je te remercie. On a passé un bon moment. Tu fais partie aussi d'une bande de potes que j'apprends à connaître petit à petit avec Pierre, avec Slim, etc., avec Jérémy. Et je t'ai fait venir sur la chaîne pour parler d'un sujet bien précis parce que on l'a abordé sur ta chaîne quand je suis venu te parler. C'est ces fameux génotypes et notamment le lien avec notre capacité ou pas à absorber, slash digérer, slash gérer certains nutriments. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le principe d'abord de cette génomique et de comment elle va pouvoir nous aider à faire des meilleurs choix alimentaires? Ouais, alors d'abord un gros merci Jack pour ton invitation. Je suis super content d'être sur ta chaîne. L'épisode qu'on a enregistré ensemble d'ailleurs était exceptionnel et a très très bien marché. Cool. Et tu vois, je pense que moi la génomique c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que j'ai la sensation que ça réconcilie ce qui semblait être des contradictions dans l'approche nutritionnelle aujourd'hui défendue par la plupart des gens. C'est-à-dire que tu Mm. as des médecins, des naturopathes, des scientifiques, etc., qui vont te dire d'un côté, le régime cétogène, c'est le meilleur, il faut que tout le monde soit cétogène. De l'autre, Ouais. tu en as qui vont dire il faut être carnivore. Et les derniers vont te dire qu'il faut être végétarien, plant-based, parce que sinon tu vas avoir un cancer colorectal, etc. Et quand tu les écoutes, ils ont tous les bons arguments pour te convaincre du bien fondé C'est de vrai, leur approche. c'est clair. Et donc, tu en écoutes un, tu es convaincu par ce qu'il dit, puis après, tu en écoutes un autre qui dit l'inverse, et tu es convaincu aussi par ce qu'il dit. Et comment est-ce que tu réconcilies ça? Bah, c'est difficile, c'est impossible. Et je pense que la génomique est vraiment un tournant majeur dans cette approche nutritionnelle parce que pour moi, elle explique justement le fait que pour certains, le régime cétogène est le plus approprié et pour d'autres, un régime plutôt végétarien avec beaucoup de lentilles, etc., naturellement plus de glucides, sera plus efficace. Et on a tous un terrain génétique qui est différent. Et donc, peut-être que Bien sûr. l'absurdité et le non-sens aujourd'hui, c'est de chercher à ce que chacun ait la même assiette à table. Alors qu'on a C'est évolué sûr. sur des millénaires pour s'adapter à un environnement naturel. Tu sais, toi, tu es passionné par le crossfit et donc, dans le sport, on parle de fitness. Mais initialement, en biologie, la notion de fitness, elle définissait l'adaptation d'un organisme à son environnement. Le fait d'être fit avec son environnement, tu vois. Ouais. Et ça, en fait, c'est le but premier de la nature. Et donc, tout au long de notre histoire, de l'évolution de l'homme, sur ces 300 000 dernières années, et encore plus depuis la révolution agricole, ces 10 000 dernières années, notre ADN a évolué pour permettre à l'être humain d'être parfaitement fitness avec son environnement, de survivre et de répandre ses gènes. Ouais, fit, ça veut dire correspondre en fait, hein, à la base. Ça veut pas dire être sexy sur la plage. Et du coup, c'est ce que tu expliques, c'est que notre corps, enfin notre génotype, du coup nos enzymes, du coup tout ce qui va avec, ont évolué. Et il y a plusieurs génotypes maintenant qu'on arrive à distinguer, mais avant qu'on aille sur, parce qu'on va aller dans le détail, hein, le 1, le 2, le machin, tout ça. Moi, j'ai un peu écouté, et j'ai plein de questions, ça va être trop cool. Mais avant ça, est-ce que tu penses que c'est très déterministique? Euh, c'est en anglais ça. Très déterministe, enfin, tu m'as Ouais, compris. ouais, tout Ou à est-ce fait. qu'on peut modifier les choses au cours de notre vie? Bah, je suis évidemment convaincu que on peut modifier les choses au cours de notre vie. Les études parlent de 15 à 30% qui sont déterminés par les gènes et donc 70 à 85% qui sont du domaine de nos habitudes de vie. On Ok. peut voir le génotype un petit peu comme le clavier d'un piano.
et le phénotype, donc la façon dont il va s'exprimer, comme la musique qu'on va jouer. Et donc, Ok. on a la pleine capacité d'influer sur la courbe de notre destin. Et c'est pour ça que je trouve que ces tests génétiques, qui aujourd'hui sont quand même très accessibles d'un point de vue financier, on parle de 300 euros potentiellement, et on le fait qu'une seule fois dans sa vie, tu vois. C'est pas comme des tests sanguins qu'il faudrait faire régulièrement. Ouais, c'est Nous une somme, mais donne, tu le fais une fois et voilà quoi. voilà, c'est ça. Hmm. Nous donne des indications durables sur les habitudes de vie qu'on peut avoir pour exprimer notre pleine santé et puis aussi prévenir certaines maladies. Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse sur ce sujet parce que de la façon dont on aime bien cloisonner les choses et le réductionnisme qui caractérise nos sociétés modernes, euh, on a tendance à dire oui, tel génotype il est bien et tel génotype il est pas bien. En fait, il y en a aucun qui est bien ou pas bien. Ils sont tous contextuels et Hmm. adaptés à des habitudes de vie particulières. Donc, ils sont pas bien à partir du moment où tu as des habitudes de vie qui sont à l'inverse de ce que ton ADN t'a programmé à faire. Mais si tu fais fonctionner les deux ensemble, a priori, ils sont tous bien. Ok. Euh, pour qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, pour que notre audience puisse bien voir où on va, est-ce que tu peux nous expliquer donc ce principe des génotypes et allez, les majeurs, quoi, les principaux? Alors les principaux, je ne sais pas s'il y en a des principaux. Je pense que, tu vois, si tu séquences ton génome, tu vas avoir accès à des milliers de gènes potentiellement. Oui, Tu ouais, as une boîte américaine par exemple qui s'appelle Self-Decode, qui fait matcher justement l'analyse de ton génome avec les dernières recherches sur chacun des gènes. Parce que tout ça, cette science est encore en mouvement et encore en phase d'apprentissage. Par contre, je pense qu'il y a une sélection de gènes qui sont particulièrement intéressants et évocateurs pour deux mhm, raisons. Pour trois raisons même. La première, c'est parce qu'on peut avoir une action directe sur nos habitudes de vie pour modifier leur expression. La ouais, seconde, c'est qu'ils sont extrêmement bien documentés par la science et donc on a suffisamment de recul pour mesurer l'impact de ces changements d'habitude sur notre santé et notre longévité. Et puis, enfin voilà, donc principalement pour ces deux raisons. Après, il y en a d'autres potentiellement qui peuvent être intéressants d'observer, mais là, on sera plus dans une démarche exploratoire. Tandis que cette petite sélection de 5-6 gènes sont vraiment déterminants sur nos choix, en tout cas alimentaires. ok. Et du coup, notamment, le docteur Mouton, que j'ai un petit peu écouté suite à tes recommandations, parle de ces fameux ApoE. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que voilà, j'ai cru comprendre le concept, mais clairement, je suis loin de ta connaissance et donc j'ai envie d'en savoir plus. Alors, donc, ApoE, c'est un génotype. On a plein de génotypes. ApoE, c'est un génotype qui a trois positions, on va dire, tu vois, trois Oui, options. Soit tu es E2, soit tu es E3, soit tu es E4. Et en réalité, il est particulièrement intéressant parce qu'il est très évocateur du fonctionnement de la génomique et de la façon dont justement cette notion de fitness s'opère. Parce que lorsque nos ancêtres, les grands singes, vivaient dans les arbres, dans le bassin africain, ils mangeaient principalement des fruits qui étaient gorgés de soleil et donc de sucre. Et c'était des humains, les premiers humains étaient donc très très bien designés pour digérer de grandes quantités de glucides. À l'inverse, ils avaient moins l'habitude de manger des graisses. Ils avaient moins l'habitude de consommer de la viande, donc de la viande, notamment de la viande grasse, des graisses saturées, etc. Donc, naturellement, ils n'avaient pas une grande capacité à digérer ces graisses saturées. Aujourd'hui, les héritiers de ces ancêtres sont ce qu'on appelle les ApoE4. Les ApoE4, ApoE, c'est un gène qui code pour la façon dont on va transporter le cholestérol dans le sang. On va dire plus simplement ok. transporter les graisses dans le sang. Et donc, si tu es ApoE4, c'est un peu comme si tu avais une petite voiture pour transporter ton cholestérol. Okay, donc, dans une petite voiture, tu ne peux pas mettre énormément de choses. Sinon, après, elle déborde. Donc, si tu manges trop de graisse saturée, eh ben, elle va déborder et ça va fuir dans le sang. Et donc, potentiellement, ça va commencer à boucher un petit peu tes artères, etc. Ce qui fait que on a des risques de maladies cardiovasculaires et de maladies d'Alzheimer, notamment de maladies d'Alzheimer multipliées par 7 pour les ApoE4. Wow. Donc là, tu pourrais dire, ouais, être ApoE4, c'est vraiment pourri, 7 fois plus de chances d'avoir Alzheimer. Ouais, sauf que si tu regardes un petit peu,
eh bien, on a la plupart des, il y a beaucoup d'habitants originaires d'Afrique qui sont APO4 et qui, pour autant, ont conservé un régime proche de ceux de leurs ancêtres, donc c'est-à-dire relativement végétarien, Mhm. et ceux-là n'ont absolument pas plus de risque de développer Alzheimer ou des maladies cardiovasculaires, au contraire d'ailleurs, que la baseline et la population classique. Donc, donc, c'est bien la preuve qu'on a un pouvoir là-dessus. Tu vois, Ouais. découvrir qu'on est APO4, c'est pas une condamnation à avoir Alzheimer, c'est la possibilité de prendre la responsabilité de ses choix alimentaires pour ne pas la développer. Donc, Je, ça, je voudrais faire une ouais, parenthèse. Est-ce que je la fais maintenant ou après? Qu'est-ce qui euh, t'arrange? comme tu veux. Alzheimer, on sait que c'est en lien direct avec l'inflammation et la gestion des glucides, justement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de difficulté à transporter le cholestérol. Et ta déduction de ça, c'est de dire on doit donc consommer moins de graisses saturées. Mais on voit que les problèmes inflammatoires avec le cholestérol viennent notamment de ces problèmes d'insuline et d'inflammation. Et du coup, ça me pose une question qui est, si je comprends bien, je suis type E4, ça veut dire que j'ai des peu de transporteurs de cholestérol, j'arrive difficilement à gérer un excès de cholestérol dans le sang. C'est ça, si j'ai bien compris. Ouais, enfin, Mais je principalement suis sur les. plus Le problème, il est principalement sur les graisses saturées. sur les graisses saturées, ok. Mais je peux, ok, mais a priori, je gère plutôt bien les glucides. Alors ça sera à moduler. On va en reparler. Mais Ok, donc, ok, le fait, je pense, on va faire une petite parenthèse sur le sujet. Je pense que majoritairement, quel que soit le génotype, euh, 90% de la population française ou belge mange trop de glucides. Donc, même si tu es APO4, je pense que la plupart des APO4 mangent trop de glucides et auraient intérêt à manger plus de graisse. Mais la question est de savoir ok, quelle graisse. Et donc, c'est un ça. APO4 va plutôt avoir aura plutôt intérêt à manger plus d'avocats, d'oléagineux, de viande maigre, etc., que des viandes très grasses et notamment, surtout, les produits laitiers qui sont très, très, très problématiques chez les APO4. Donc, Ok, ça veut pas dire avoir un régime full végétarien, ça veut dire peut-être malgré tout limiter ce qui va être principalement viande rouge et produits laitiers. On va dire que c'est ça les ouais, deux viande grosses rouge grasse de recommandations. nouveau, parce que c'est ça, Comment? si Oui, viande rouge grasse particulièrement. oui, L'idée, oui, c'est oui, que tout je à peux fait. prendre un steak Oui, 5%, il n'y a pas de problème. ou C'est ça l'idée. du gibier, Oui, ce genre de choses, ou même les abats. Donc voilà, bien sûr, excellent. tout ça est à moduler. Après, je vais te parler d'autres gènes qui vont en plus rajouter des petits éléments de compréhension et de détails Ouais, excellent, excellent, excellent. dans cette logique. Mais donc voilà, mais donc Merci. les APOE4, donc c'est le génotype pour l'APOE le plus ancien, celui, on va dire, d'origine de l'espèce humaine. Et Ok. puis, les humains sont descendus des arbres et ont commencé à explorer le monde parce qu'on est quand même une espèce de bâtisseurs, d'explorateurs. On est Mhm. très curieux. Et donc, au fur et à mesure de notre exploration, on a traversé des grandes plaines et on s'est mis à chasser. Évidemment, dans ce contexte-là, on a introduit beaucoup plus de viande dans notre alimentation et par conséquent plus de graisse. Donc, petit à petit, il y a une nouvelle variante d'APOE qui s'est développée qui est l'APOE 3. Et l'APOE 3, plutôt que d'avoir une voiture, tu as une voiture avec une remorque. Donc, tu commences déjà à beaucoup, beaucoup mieux gérer les graisses saturées. Eux, on va plutôt leur conseiller un régime high fat, low carb. C'est-à-dire qu'on continue à manger des glucides, mais on va avoir quand même une emphase beaucoup plus importante sur les graisses et toutes les graisses. Là, il n'y a pas trop de problèmes de graisses saturées. Et aujourd'hui, cette variante E3, elle correspond quand même à 75% de la population. C'est-à-dire Ouais, ok, que ok. c'est C'est celle énorme. qui caractérise vraiment l'évolution de l'homme. Et puis, il y en a une dernière qui sont les ApoE2, qui, eux, ont des semi-remorques pour transporter les graisses saturées. Donc, ils sont hyper, hyper efficaces. Et eux, ils ont vraiment intérêt à avoir un régime hyper high fat low carb, voire full cétogène, quoi. Ok. Et quelque part, c'est les mieux lotis d'un point de vue prévention, notamment des maladies cardiovasculaires, Alzheimer, etc. Mais en même temps, et j'en reviens un petit peu à ce que je disais plus tôt quand je te disais, oui, mais en réalité, il n'y a rien qui est parfait, c'est simplement contextuel. Eh bien, ces ApoE2, si tu leur donnes un régime alimentaire classique, celui qui correspond à la façon dont on mange aujourd'hui dans nos sociétés, eh bien, ils vont avoir tendance à devenir
obèses ou en tout cas en large Oui, surpoids. Donc, oui. il est vraiment déterminant pour eux de comprendre ça et de pouvoir faire des choix en conséquence et notamment de réduire drastiquement la quantité de glucides qu'ils consomment. Ça représente quel pourcentage de la population à peu près? Tu as une idée? Je crois que les ApoE2, il y en a 5%. OK, donc ça, c'est 5% pour les vraiment ApoE2, 20% pour les minorité plus, plus. ApoE4 et Ouais, mmh. 75% pour les ApoE3. Ce podcast, il a été tourné il y a quelques mois et depuis, j'ai analysé mon propre génome et c'était très intéressant, mais j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Et quand j'ai appris que David avait mis au point une mini formation avec le docteur Mouton, leader dans l'analyse du génome en francophonie, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion de le découvrir et j'ai appris énormément de choses sur moi-même grâce à l'analyse de mon génome, mais aussi sur comment j'allais potentiellement pouvoir aider plus de gens à mieux manger. Si vous voulez découvrir ce programme, comme toujours avec David, il est très bien construit, facile à suivre malgré tout, ce qui est assez impressionnant vu la complexité du sujet. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez rejoindre le programme de David et comme moi, creuser ce sujet passionnant qu'est la génomique. Alors après, je rajoute juste pour la justesse de mon discours, je rajoute juste une petite précision. En réalité, comme on a toujours 2 allèles sur un gène, on hérite toujours d'une allèle du papa et d'une allèle de la Oui, maman. On peut être E3, 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 E4, 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 E3, E2 ou E2, E2. oui. Mais bon, par convention, je ne sais pas si par convention, mais en tout cas, dans les approches, on va considérer les ApoE2, E3 comme des E2, les E3, E4 comme des E4 et les E3, E3 comme E3. Ok, donc ce sont les E2 et le E4 qui dominent, on va dire, s'ils sont avec le E3. C'est ça Ouais, l'idée. Ok, oui, parce que ok, si tu veux, un E4, E3, il va avoir une remorque un peu plus grosse. Un d'accord. E4 E3, pardon, il va avoir une voiture un petit peu plus grosse qu'un E4 E4, mais ça reste une petite voiture, il manque quand même la remorque, quoi. Et C'est ça. un E2 E3, ça va être peut-être un semi-remorque un peu plus petit qu'un E2 E2, mais ça reste un semi-remorque. Ok, 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 ok. C'est cool, c'est très très intéressant. Ok, et donc l'idée c'est de tester ce fameux génotype dont tu parles, et ça je le fais comment? Ben, en France, en tout cas, les tests génétiques à des fins de santé sont interdits pour la bonne et Ah simple oui, raison, enfin pas pour la bonne, mais pour la simple raison qu'on considère que apprendre que tu es APOE4 est très anxiogène parce que ça te prédestine à la maladie d'Alzheimer. Et par conséquent, le fait de découvrir ça sans être suivi par un médecin peut potentiellement faire plus de mal que de bien. Bon, en gros, c'est la justification. donc Euh, tu peux aller chez un médecin et te le faire prescrire, s'il est voilà, d'accord. sauf que il y a aucun médecin en France vraiment formé ou intéressé au sujet. Enfin, je dis Ah aucun, oui, c'est pas vrai. Il y en a quelques-uns, notamment le docteur Mouton travaille beaucoup à au développement de cette approche génomique dans le monde francophone. oui, Et donc, il y a beaucoup de gens qui suivent ses vidéos. Il forme lui-même des médecins en médecine fonctionnelle, etc. Donc, ça commence à émerger. Mais si tu veux, forcément, de par ce cadre législatif qui est extrêmement restrictif, ça favorise pas le développement de cette le connaissance en développement, oui, France. bien Pour sûr. autant, aux États-Unis, c'est extrêmement développé. Alors, d'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse quand même, parce que vis-à-vis de cette justification législative, euh, en réalité, je pourrais la comprendre si, d'une part, il y avait la possibilité, avec un médecin traitant, d'avoir cette approche-là, C'est ça. donc s'il y avait une solution, et par ailleurs, si elle serait logique si tu pouvais rien faire. Mais en réalité, quelqu'un qui fait un test génétique aujourd'hui, surtout à des fins de santé, c'est a priori parce qu'il est engagé dans sa volonté de modifier ses habitudes de vie de telle sorte à avoir une meilleure santé. Et donc, Bien par sûr. conséquent, il va apprendre qu'il est APOE4, il va pas se dire je vais faire Alzheimer, il va se dire je vais pouvoir faire des choix alimentaires en conséquence pour éviter d'avoir Alzheimer. Qu'est-ce qui est mieux? Savoir, pour moi, la connaissance, c'est le pouvoir. Le fait de le savoir va te permettre de prendre des décisions responsables pour ta propre santé. Si tu le sais pas, bah, en fait, quelque part, tu es condamné. Du coup, tu es E4 et puis voilà, tu fais rien et tu as une alimentation potentiellement désastreuse pour ta santé. Et je refais encore une parenthèse dans la parenthèse, mais mon père est mort d'une cirrhose du foie.
non alcooliques, donc principalement parce qu'ils buvaient des sodas tout le temps. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, avec mes connaissances en nutrition, je m'aperçois que, outre les sodas, il y avait plein de choses dans son alimentation qui était catastrophique. Même après Hmm. qu'on lui ait diagnostiqué sa maladie, Comme il a quoi? continué à manger, bah, tu vois, donc il a remplacé les sodas par du jus de pomme en se disant que Ouais. c'était des fruits. Il mangeait du saumon fumé ou des plats préparés qui étaient bourrés de sel. Enfin, il y a plein de trucs qu'il faisait qui étaient pas corrects, tu vois. Et en fait, euh, peut-être qu'il s'est pas assez renseigné, etc. Je suis pas en train de lui chercher des excuses. Je pense que euh, il était clairement pas engagé dans une démarche proactive d'améliorer sa santé. Mais pour autant, il y avait aussi un manque de connaissances et je doute qu'il se rendait compte d'à quel point ses choix précipitaient sa mort. Donc voilà, donc je trouve que sans être aussi extrême, la génomique, la connaissance, c'est un petit peu la même chose. Et moi, en tout cas, chacun peut prendre cette décision, mais moi, je préfère savoir et pouvoir influer sur la courbe de mon destin. Et donc, pour conclure là-dessus, tu peux faire des tests aux États-Unis. Ils envoient des kits en France. Ok. Donc, tu commandes sur Internet, ils t'envoient ton kit. Tu mets, as un petit écouvillon que tu mets dans ta bouche pour récolter un petit peu de salive. Tu leur renvoies et puis ensuite, tu as accès à ton génome complet. Donc, ça peut être un peu déstabilisant au début parce que c'est comme un énorme livre, tu vois, un dictionnaire, une encyclopédie. Ouais. T'as toutes les recettes, quoi. Donc voilà, il faut être capable de trier un petit peu les données qu'on te propose. Mais en tout cas, je trouve que c'est très, 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 très intéressant. Et donc, ça te permettra notamment d'avoir cette réponse sur le génotype APO. Alors, d'abord, je vais insister avec toi. Quand tu dis que la connaissance, c'est le pouvoir, le savoir, c'est le pouvoir, je suis absolument d'accord. C'est évidemment pour ça que moi je travaille en fait, hein. Toutes les vidéos que je fais, c'est pour ça. C'est parce que mon idée, c'est de m'informer un maximum, c'est de tester un tas de choses pour pouvoir ensuite proposer des solutions. Et puis chacun fera ce qu'il veut avec sa propre santé, évidemment. Mais l'idée, c'est de dire que plus tu en sais, plus tu es armé en fait. Je veux dire très simplement, le truc le plus banal, c'est parce que toi et moi, on est un petit peu sortis de ça, et toi particulièrement, je pense, mais tu vas au supermarché, tu achètes un truc, tu n'as pas forcément idée que c'est mauvais pour toi. Tu Mmh. n'as pas forcément idée que quand tu vas acheter, tu sais, quand j'étais petit, tu sais, les galettes de riz, c'était genre super parce que c'était des galettes Mmh. de riz complets, quoi. Et puis en fait, tu te rends compte que les galettes de riz complets, bah oui, de temps en temps, c'est pas trop grave. Si tu es très actif, voilà, ok. Mais c'est clairement pas quelque chose que tu vas vouloir manger tous les jours, 3 fois par jour, tu vois. C'est un Et je index pense glycémique qui l'exemple crève le plafond. par exemple, et puis enfin, tu as quelques problèmes dans la cause du riz, etc. Enfin, tu vois, il y a de quoi, il y a de quoi se poser des questions si tu apprends, en fait. Mais sinon, le problème, c'est que tu arrives, tu achètes un peu les yeux fermés, tu sais pas. Et puis, un jour, parce que évidemment, quand tu as 15 ans, 20 ans, 25, 30, au début, il y a quasiment pas de problème. Et puis, 35, 40, 45, ça commence. Tu as du surpoids, tu as des boutons, tu as des migraines, tu as de l'anxiété, tu as un truc qui commence. Et puis, hop, c'est parti. Et hypertension et machin. Et là, je coach une fille récemment qui prend une consulte avec moi pour discuter de sa nutrition. Elle a 25 ans, elle est en surpoids, prédiabétique, hypertension. Elle a 25 ans. Et je me dis, mais tu vois, pourquoi? Alors oui, certes, il y a des troubles alimentaires, etc. Certes, mais il y a aussi eu un vrai problème d'éducation derrière. Alors d'éducation, je ne parle pas de ses parents ici, je parle de la société, tu vois. Et donc quand tu me dis, on ne peut pas faire le type APO parce que le problème, c'est que si j'apprends que je suis plus susceptible d'avoir la maladie d'Alzheimer, bah, du coup, je vais créer de l'anxiété. J'ai envie de dire, mais c'est peut-être une bonne nouvelle en fait, que tu crées de l'anxiété par rapport à ça et que du coup, tu aies peut-être envie de passer à l'action. Tu vois? Ouais, Mais t'as non, mais raison. à un moment donné, enfin, je sais pas, c'est peut-être la bonne chose. Je veux dire, quand on vend des cigarettes, on dit, alors ça marche pas, mais on dit le tabac tue, tu sais, on met des gens avec le cancer du poumon sur les paquets, etc. Et finalement, c'est pas un peu la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est donner l'information que c'est vraiment dangereux. Bon, après, on continue à les vendre. Ça, c'est un autre débat. Mais tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est que moi, je voudrais effectivement que chacun puisse prendre ses propres décisions. C'est à ça, en fait, qu'on doit arriver. Ouais, je suis d'accord avec Bref, toi. c'était le coup de gueule. Et tu dis que ça marche pas, là, les fumées-tu sur les paquets de cigarettes, mais au moins, on sait quand même que potentiellement fumer-tu, tu vois. Et donc, je Mmh. reprends l'exemple des sodas ou des jus de pommes, etc., des jus de fruits. S'il y avait écrit boire du soda tue, peut-être qu'il y aurait quand même une prise de conscience qui serait différente. Bon, c'est juste pour Surtout, fermer la non, je parenthèse suis sur le d'accord, mais sujet. surtout par rapport aux enfants. Surtout par rapport Ouais. aux enfants. Parce que, c'est-à-dire que
Peut-être qu'un parent qui verrait ça sur une canette, de Coca ou de Fanta, elle se dirait peut-être: «Tiens, en fait, c'est peut-être pas une grande idée». Parce que, par contre, le parent va pas acheter un paquet de clopes à son fils de 4 ans, de 8 ans, tu Oui, vois? voilà. Ouais, non, Mais c'est mais clair. il va acheter un Coca, donc il y aurait peut-être ça. Effectivement, ce serait intéressant. Je voudrais, poursuivre parce que si j'ai bien compris, on divise la population en 3 avec ces ApoE. Yes. E2, E3, E4. Les E2 sont ceux qui finalement devraient manger cétogène, voire même carnivore. En gros, beaucoup de graisses saturées, très peu de glucides, et ils représentent une minorité de la population. Ensuite, on a le type E4, 20% de la population, c'est quand même une personne sur 5, c'est quand même beaucoup, qui deal assez mal avec les graisses saturées. Alors, ça veut dire qu'il ne doit pas y en avoir aucune dans l'alimentation, mais très peu. Ces gens-là sont, si j'ai bien compris, tu n'hésites pas à m'arrêter, à me corriger, donc devraient manger des graisses, mais aussi des glucides, et surtout faire très attention aux produits laitiers et aux viandes très grasses, et bien sûr aux acides gras transformés de l'industrie, mais ça vaut pour tout le monde. Ouais, Ensuite, vas-y. tu bien résumé, mais donc tu dis et aussi des glucides. En réalité, la question des glucides, là, elle est pas centrale. Là, on est vraiment sur les Ok, graisses. C'est juste que de façon conséquente, subconséquente, naturellement, si tu as un régime un peu plus végétalisé, oui, probablement que tu auras un petit peu plus de glucides par voie de conséquence, mais c'est pas quelque chose de recherché ou de volontaire, d'une ok, part, et d'autre part, comme tu l'as bien exprimé, donc, il faut manger des graisses. De toute façon, des graisses saturées, tu en auras de toute façon un petit bien peu. sûr. Voilà, mais le message à retenir, c'est surtout éviter les produits laitiers et les viandes grasses. Ok. Ensuite, j'arrive au type 3, qui est donc 75% de la population, comme on dit chez moi. Voiture avec remorque, ça veut dire que je peux gérer des graisses saturées. Je ne peux pas en manger du matin au soir, mais je peux les gérer. Et là, l'idée, c'est que le régime idéal, l'alimentation idéale serait high fat, low carb. Donc, pour ceux qui ne savent pas bien ce que c'est le high fat, low carb, c'est avoir une proportion de notre énergie qui vient plus principalement des graisses que des glucides. Si je devais l'expliquer simplement, je pense que ça pourrait être ça. Donc, on nous a bassiné pendant très longtemps avec une pyramide alimentaire où les glucides devaient représenter 50 à 60% de notre apport calorique quotidien, avec les féculents à la base de cette pyramide, le pain, le riz, les pommes de terre, les pâtes, etc. On a, en plus de l'alimentation industrielle, on a mis en place cette pyramide alimentaire dans l'inconscient de la population, et on a créé une génération d'obèses, de malades chroniques et de problèmes qui arrivent de plus en plus tôt. Puisque, comme je le dis souvent, nos grands-parents ont commencé à être malades à 70, 80 ans, nos parents à 50, 60, et notre génération à nous, ça commence plutôt à 40. Et là-dessus, l'idée, c'est que ce pourcentage de glucides devrait donc être totalement revu à la baisse pour laisser plus de place aux lipides, aux bonnes graisses et aux protéines de toute façon qui sont absolument nécessaires. Ça veut dire que 3 personnes sur 4, si on ajoute en plus les 5%, on arrive à 80%, donc 4 personnes sur 5 devraient manger beaucoup plus de graisse que maintenant et beaucoup moins de glucides, surtout, que maintenant. Est-ce que c'est ça la leçon principale du truc? Ouais, ouais, complètement, complètement. Les protéines, comme tu l'as bien dit, ça reste stable et c'est, toujours plus ou moins aux alentours de 20 du total calorique. Donc le reste, c'est, la part de glucides par rapport à la part de lipides. Je pense que les glucides, c'est un carburant pour l'effort. Pour moi, il faut mériter ces glucides. Sinon, le carburant de base, pour moi, ça devrait et c'est plutôt, les lipides, donc tout type de graisse, et donc clairement, je pense que la pyramide alimentaire, telle qu'elle est pratiquée par la plupart des gens est, totalement anormale et totalement anormale par rapport au niveau d'évolution actuel. Et donc là, je vais remettre ça en perspective avec 2 autres génotypes pour montrer, déjà pour apporter un élément de nuance et puis aussi pour montrer que depuis la révolution agricole qui date d'il y a 12 000 ans, donc c'est quand même quelque chose d'assez récent si on met ça en perspective des 300 ou 400 000 ans de l'espèce humaine et puis quelques millions d'années d'évolution tout court. Euh, eh bien, en 10 000 ans, on a commencé à s'adapter euh, à la consommation de glucides. Parce que quand on a domestiqué le blé, etc., naturellement, notre bol alimentaire, même avant
qu'on promeuve cette pyramide basée sur les pommes de terre, le pain blanc et puis les céréales. Oui, bien Bien sûr. avant qu'on promeuve tout ça, on a quand même augmenté la part de glucides à partir de la révolution agricole. Et donc, à partir de cette révolution agricole, il y a 2 gènes qui ont évolué. Le premier, c'est le DIO2, qui code pour la conversion des hormones thyroïdiennes T4 en T3. Donc, la thyroïde, les hormones thyroïdiennes, c'est un petit peu le thermostat du corps, c'est ce qui module, on va dire, le métabolisme, la vitesse du métabolisme. Et donc, l'hormone T4, c'est la version inactive, donc elle est circulante, mais elle n'est pas active, elle fait rien de spécial. Et puis donc, lorsqu'elle est convertie en T3 Mmh. par une enzyme, eh bien, elle devient active. À noter que toutes les cellules du corps ont des récepteurs à la T3. Donc, c'est un petit peu tu vois, le contremaître avec son fouet qui leur dit ouais, voilà ce que il faut vous bouger les fesses. Ok. Et il s'avère que on a besoin de plus de T3 lorsqu'on mange beaucoup de glucides que lorsqu'on en mange peu. Ok. OK. Et donc, le DIO2, c'est un gène qui code pour la DIODénase, qui est l'enzyme qui convertit T4 en T3. Et donc, naturellement, si tu as un DIO2 variant, alors c'est un peu compliqué de parler de variant et sauvage, parce qu'aujourd'hui, on dit que ce qui est variant, c'est ce qui ne correspond pas à la majorité. Et sauvage, c'est ce qui correspond à Mmh. la majorité. Mais en réalité, le variant d'aujourd'hui est l'ancestral. Donc, Ouais, tu vois, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. il y a ce problème de Donc je vocabulaire qui est je vais pas très, essayer de très évident. simplifier si j'ai bien Ouais, compris. C'est qu'en fait, le vrai variant ancestral d'avant, d'il y a très longtemps, ouais, en fait, maintenant est devenu marginal et exactement, donc et exactement. donc on l'appelle, le variant, c'est ça comme tu dis, mais du coup, celui de base, c'est celui-là. Donc le Voilà, mais type donc E3 dont tu parles, c'est d'ailleurs, entre parenthèses, si j'ai bien compris la logique avec les E1, E2, E3, E4, c'est que c'est le E4 finalement, le plus ancestral. oui, tout à fait. Tout C'est à fait. ça, OK. Donc peut-être que par simplification, étant donné que de toute façon, quelqu'un qui va analyser son génome et regarder un petit peu tout ça, je pense que peut-être qu'il va se renseigner vraiment sur quelle position est son gène. Je vais peut-être simplement parler de gènes ancestraux vs gènes modernes. Et donc OK, la ça c'est version bien. DIO2 ancestrale, elle convertit moins bien T4 en T3 que la OK. version moderne. Et donc là, tu vois, on voit qu'on est inégaux face à cette adaptation à l'alimentation. Et donc, quelqu'un qui a une version moderne du DIO2 va mieux convertir T4 en T3 et donc va mieux supporter un régime plus riche en glucides que quelqu'un qui a une version plus ancestrale et qui, lui, du coup, aura intérêt à manger plus carnivore en réalité, tu vois. Donc ça, c'est le premier élément de modulation et qui montre bien le fait que le corps humain essaie de s'adapter à ces changements alimentaires, mais beaucoup moins vite que la vitesse à laquelle ces changements alimentaires surviennent. Et l'autre point intéressant, c'est AMY1A. Donc ça, ce Ils ont sont toujours des noms des, compliqués les trucs quoi, hein? ouais, et en plus, je vais pas rentrer dans la complexité, mais ça, c'est pas un gène où il y a une version A ou une version B, c'est plutôt un gène où il y a plus ou moins de copies, ok. Et c'est un D'accord. gène qui code pour l'amylase salivaire. Et OK. l'amylase salivaire, on le sait, prépare et commence la digestion des glucides en cassant justement Ouais, ces l'amidon. sucres dans la bouche. Donc, plus tu as de copies d'AMY1A, plus tu es capable de digérer les glucides, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a remarqué la même chose de l'évolution du loup vers le chien. Le loup, à la base, avait très peu de variantes d'AMY1A. Et à force Logique. de rester avec les humains et de manger leur reste, etc., il en a développé de plus en plus. Et donc, nous, bah, c'est un petit peu la même chose. Donc, plus tu as de copies d'AMY1A, plus tu es capable de digérer les glucides. Et à l'inverse, moins tu en as, moins tu es capable de digérer les glucides. Donc voilà, donc, c'est juste pour montrer que par ces 2 gènes-là, déjà, tu peux savoir si tu es modulé un petit peu en tant que 3, high fat, low carb, si tu dois plus tendre vers le 30% de glucides dans ta pyramide alimentaire ou 10% de glucides, en gros. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est de montrer à quel point tout ça est encore en mouvement. Et donc, on essaie de s'adapter à notre alimentation moderne, mais sans pour autant être parfaitement préparé et designé
pour manger tel qu'on nous le propose. Ok, donc on va revenir dans les génomes avec détail parce que je trouve ça absolument passionnant. Je voudrais juste refaire un truc un peu simplifié pour tu vois, que les gens restent avec nous et nous suivent. Donc l'idée, c'est de dire que si on doit tirer des généralités pour la population, la première chose, c'est augmenter les graisses, diminuer les glucides Ouais. et adapter nos glucides à l'activité physique. Je pense que ça, on est bien d'accord tous les deux. L'idée, c'est que, moi j'explique que tu peux avoir, je sais pas, imaginons que tu aies une base de 100 grammes de glucides par jour, par exemple. Mais le jour où tu vas faire, comme tu m'en as parlé, 3 heures de trail ou que moi je fais 2 heures de basket, c'est tout à fait légitime d'ajouter une portion de glucides. Avant, après, pendant, ça, on peut en discuter après. Mais l'idée, c'est de dire qu'en tout cas, ça a du sens de manger peut-être un peu plus de fruits, peut-être pourquoi pas un peu d'amidon ce jour-là, etc., etc. Mais on veut de toute façon faire en sorte que ces glucides, ces sucres, ne soient pas à la base de notre alimentation, dans tous les cas. Est-ce qu'il y a un cas, parce que tu vois, tu connais Julien Védesson, que tu as reçu sur ton podcast, que j'ai eu déjà une première fois et une deuxième, et bon, c'est toujours passionnant, on s'amuse très bien, donc ça c'est cool. Et lui, il parle dans ses bouquins de type N1, N2, N3. Euh, Selon lui, il y aurait un type qui serait vraiment très enclin à utiliser les glucides. Et, euh, et moi, dans le quotidien, quand je coach des gens, je remarque pas vraiment qu'il y a, comment dire ça, que personne ne bénéficie de rebalancer les glucides et les lipides. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai un gars à la salle, un de mes coachs, qui correspond parfaitement au type dont il parlait, tu vois. Sec, vraiment très facile avec les glucides, prend jamais de graisse, hein, etc., etc. Une DRM très loin de la 1RM, etc., très proche de la 1RM, excuse-moi, etc. Et malgré ça, on a balancé son régime glucides-lipides, et malgré ça, il se sent mieux. Et donc, est-ce qu'il y aurait dans la population un type, tu penses, qui nécessiterait beaucoup plus de glucides, ou alors est-ce que c'est juste qu'on a un type de gens qui sont juste plus à l'aise? Parce que si je prends dans le total et que je cumule, par exemple, un type E4, que là-dessus, j'ai le DIO2 qui convertit bien la T4 en T3 et que là-dessus, j'ai beaucoup de AMY1A, je l'ai noté pour être sûr. Ça veut dire que je digère bien les glucides facilement déjà à partir de la production d'amylase importante. Bien sûr, cette personne-là va avoir beaucoup plus de facilité à gérer les glucides. Est-ce que c'est ça l'idée? Oui. Donc, pour être honnête, je me sens pas qualifié pour répondre et à mon avis, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Donc, Ok, je tiens à faire, cool. à commencer par ce disclaimer et garder quand même cette approche. Moi, j'aime bien cette citation qui dit que les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Je respecte beaucoup ce que fait Julien Vénesson et je pense pas avoir la vérité ni même avoir suffisamment d'expérience ou de légitimité pour m'exprimer là-dessus. Pour autant, je peux te donner quand même 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que, de ce que je comprends en tout cas de la génomique, mais qui reste, embryonnaire comparé à la C'est ça, complexité, du vivant et on ne peut pas c'est ça. espérer tout expliquer grâce à ça. Je pense que ça donne des indices intéressants, mais que Hmm. c'est encore une science à parfaire qui doit se développer. Dans ce que je connais de la génomique aujourd'hui, il y a rien qui me donnerait l'impression qu'il faudrait, qu'il y a un type qui nécessiterait de manger beaucoup de glucides. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, de tous les gens que j'ai reçus sur mon podcast, de tous les livres que j'ai lus et cetera, ma conviction personnelle est qu'on mange trop de glucides. Hmm. Mais ça, c'est une conviction personnelle. C'est pas Oui, bien c'est c'est sûr, pas c'est c'est pareil c'est pas de pour la moi. science. Ouais. Hmm. Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose et la troisième chose pour ce type dont parlait, Julien Vénesson, et puis même de manière générale, si tu regardes un petit peu les travaux autour de la nutrition pour les sportifs, que ce soit dans la musculation ou dans d'autres choses, les glucides, en tant que carburant, restent quand même, heu, Très efficace. majoritaires, déterminants, très efficaces, voilà. Mais donc la question est de savoir si, parce qu'ils sont très efficaces, c'est, un carburant préférentiel pour notre santé, pour notre longévité, pour notre énergie, ou bien Mhm. si c'est pas simplement, d'un point de vue contextuel, où dans ce contexte-là,
ils permettent d'atteindre la performance et on sait que la performance, c'est pas forcément la santé. Donc moi, je veux bien croire, tu vois, notamment quand tu fais beaucoup de muscu, etc., tu as un métabolisme qui naturellement est plus rapide, tes muscles ont besoin de consomment plus, même au repos, tu vois, dans ton état Ouais, basal. Tu peux avoir besoin de faire ta prise de masse et donc de changer de gabarit. Mais en fait, en réalité, tu forces un processus qui n'est pas naturel pour le corps. Et oui. ça, tous les pratiquants de musculation le savent bien. Parce qu'ils s'aperçoivent que dès qu'ils arrêtent de s'entraîner, dès qu'ils arrêtent de manger comme ils doivent manger, etc., naturellement, ils fondent. Et c'est bien la preuve que le corps n'est pas fait pour avoir une telle hypertrophie. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, tu vois. Oui, Moi, je oui, trouve non, ça. mais on peut distinguer naturel et Voilà, performance. Il n'y a pas de problème avec ça, bien sûr. Exactement, Ah oui. et voilà, et donc peut-être que pour un pratiquant de muscu et notamment celui du type dont tu parlais, qui a un métabolisme rapide, donc c'est le N3, c'est ça? Qui a un métabolisme rapide de base, J'ai et oublié. bien, N3 ou oui, N1. enfin, Vas-y, vas-y, quoi qu'il continue. en soit, les gens nous comprendront. Bien Et sûr. bien, peut-être que pour atteindre ses meilleures performances en muscu, il aurait intérêt à manger beaucoup de glucides. Après, est-ce que c'est la façon dont il s'en sentira le mieux au quotidien? Tu vois, moi, à une époque, j'ai fait beaucoup plus de muscu, je mangeais beaucoup de glucides toute la journée, mais en réalité, je me sentais tout le temps lourd. Mon énergie était beaucoup moins stable qu'elle ne l'est aujourd'hui. J'avais un coup de pompe l'après-midi, il y a des moments où je vais me forcer à manger. Ouais. Tu vois, j'avais potentiellement des flatulences, etc., qui n'étaient pas terribles. Enfin, il y avait un tas de signaux qui, aujourd'hui, euh, par comparaison, par contraste, me permettent de m'apercevoir à quel point j'ai la sensation d'être en pleine capacité de mes moyens, de mes performances physiques, de mes performances mentales, grâce à une alimentation mieux équilibrée et plus tournée vers les lipides, et aussi une forme de liberté, parce que tu vois, là, par exemple, j'ai pas mangé ce matin, etc., et ça va nickel, tu vois, tandis que quand tu as l'habitude de manger beaucoup de glucides, dès que tu sautes à un repas ou que tu manges ton petit déj un peu plus tard, etc., tu as la dalle et donc du coup tu te sens énervé, enfin, et donc après tu le manges et puis 2 heures après tu as de nouveau faim ou tu as un coup de pompe, enfin, il y a toute une cascade comme ça qui se crée et qui est quand même pas tournée vers la fluidité. Je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est une erreur qu'on fait beaucoup, beaucoup, particulièrement depuis l'avènement des réseaux sociaux, qui est de penser que ce que font les pratiquants de musculation ou de CrossFit ou autre est forcément ce qui est bon pour la santé. Et en fait, il faut vraiment distinguer quelqu'un qui va s'entraîner en muscu, en CrossFit, en n'importe quoi, qui a une intensité musculaire extrêmement haute et qui va du coup euh, avoir une nécessité de manger différemment pour sa performance, parce que ça c'est clair. C'est-à-dire que je ne pense pas, par exemple, que tu puisses être champion du monde de CrossFit cétogène. Voilà, ça vraiment, en tout cas à l'heure actuelle, ça n'a pas l'air d'être possible. Par contre, tu peux probablement être champion du monde d'ultra endurance. Ça a l'air de plutôt mieux fonctionner. Mais vraiment sur le côté sport de force, powerlifting, musculation, haltérophilie, etc., on voit quand même bien que les glucides ont vraiment un rôle clé. Et comme tu le dis, ça devient un outil pour la performance. Et je pense que là, il faut distinguer ça en fait, de dire oui, mais lui, il est tout sec et il mange des flocons d'avoine tous les matins. Oui, ok. Alors, les flocons d'avoine présentent d'autres problèmes, ça on va pas en parler. Mais si on considère juste l'apport de glucides, par exemple, récemment, Nassim Saïli a fait une vidéo sur sa sèche. Le mec est, tu vois le gabarit du gars? Oui, tout à fait. C'est une bête. Franchement, il est impressionnant. Il est impressionnant physiquement. Il connaît extrêmement bien son domaine. Et on voit très bien qu'il gère puisqu'il sait prendre de la masse, perdre. Enfin, voilà. Le mec est franchement solide. Il a expliqué ce qu'il mangeait dans sa sèche. Et il mangeait, si mes souvenirs sont bons, 400 grammes de glucides par jour. Et 400 grammes de glucides par jour, je dis, moi, je mange ça, tu me tues, quoi. Je suis fatigué, je digère pas, je vais faire de l'inflammation, je vais grossir. Non, mais c'est l'horreur, quoi, tu vois. Et lui, il mange ses 400 grammes et il sèche et il a un physique épique à la fin du truc, tu vois. Et en fait, il faut se rendre compte que, comme il l'explique très bien, il tournait à, je pense que si mes souvenirs sont bons, c'était 10 séances par semaine. À savoir 6 ou 7 de muscu et au moins 3 de course à pied. Donc, tu vois, ça s'explique aussi par ça. Le mec, à la base, démarre, il fait presque 100 kilos, il est très musclé, tu vois. Et après, on va s'inspirer de ça pour faire une sèche ou pour perdre du poids chez quelqu'un qui est sédentaire et qui va 3 fois à la salle de muscu pendant 1 heure. On peut juste
pas comparer en fait. On a vraiment besoin de recentrer le débat sur, comme tu le dis, je trouve ça très bien parce qu'on ne l'a jamais abordé sur ma chaîne et je trouve ça cool d'en parler avec autant de précision. La différence entre ce qui serait idéal pour un humain dans sa santé et ce qui serait idéal pour un humain dans sa performance. Et donc, il est évident que si quelqu'un travaille 7 heures par jour à la ferme et va faire du vélo, de l'endurance, du crossfit, n'importe quoi le soir pendant 1 heure, il va avoir un besoin nutritionnel différent de finalement monsieur et madame tout le monde qui a plutôt tendance à travailler assis, voire debout. Est-ce que tu es debout là? Tu as l'air d'être Ouais, debout. je suis debout. Ouais, moi aussi. Ou debout, mais en tout cas sans bouger énormément. Tu vois ce que je veux dire? Euh, comme on en parlait avec Emeric de M. Tonkiné, moi je suis ce qu'on appelle un sédentaire sportif. En fait, je fais beaucoup de sport, mais ma vie au quotidien est très sédentaire finalement. Et donc forcément, j'ai pas besoin d'autant de glucides que ça. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote personnelle. L'année dernière, donc moi, si tu veux, j'ai fonctionné avec beaucoup de régimes différents. J'ai vraiment essayé énormément de choses. J'ai fait du cétogène, du low carb, j'ai fait du carnivore, j'ai vraiment fait plein de trucs. Le seul truc que j'ai pas pu essayer, c'est le vegan, et je ne peux pas l'essayer parce que déjà, je ne suis pas convaincu du principe même pour la santé. D'accord, pas pour l'éthique, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais en plus, personnellement, mon microbiote intestinal, avec ce qui s'est passé, etc., chez moi, n'est juste pas capable de dealer avec le truc. Bref, j'ai essayé énormément de choses. Et l'été dernier, je rentre pour une prise de masse que je veux assez rapide parce que j'ai 3 mois à l'intersaison entre mes 2 saisons de basket. Et donc, je veux faire une prise de masse, je veux rester quand même en bonne santé. Et donc, j'augmente mes glucides volontairement, sachant bien que ça va accélérer ma prise de masse musculaire et ma prise de masse tout court. Et au début, force est de constater que ça marche très bien. Je gagne de la force, je gagne du muscle, je me dis c'est génial. Et à un moment donné, forcément, je commence à stocker du gras, par contre, parce que je pense que je mangeais un petit peu trop. Et surtout, ont commencé à revenir les problèmes avec les glucides, tu vois, dans l'excès de glucides. Donc, un petit peu plus d'inflammation, un petit peu plus de troubles digestifs, un petit peu plus d'anxiété, etc., etc., etc. Et là, c'est toute la discussion avec Julien Pinault à propos du seuil de glucides, dont on a déjà Hmm. parlé et dont on reparlera probablement dans nos podcasts qu'on fait ensemble, où en fait, ce seuil de glucides, si je lis bien ce que tu m'expliques, c'est qu'on aurait une espèce de propension naturelle, finalement innée, à avoir un seuil de glucides plus haut ou plus bas, puisque si je suis style ApoE2, bah, mon seuil de glucides de base, il est extrêmement bas, tandis que s'il est E3 et encore plus E4, c'est peut-être un peu plus haut, mais qu'il reste beaucoup plus bas que ce qu'on pense, en tout cas dans notre culture actuelle, et puis que ce seuil va évidemment être poussé vers le haut en fonction de l'activité physique que l'on va avoir au quotidien. Est-ce que j'ai bien compris le principe? Ouais, ouais, complètement. Et tiens, je te fais juste une petite parenthèse parce que je trouve que moi, tu vois, j'ai fait des sports de force, tu vois, type musculation, etc. Et puis maintenant, je fais plutôt des sports d'endurance, même si je garde une dimension de force parce que j'ai envie de maintenir euh, Un capital certaines musculaire? qualités que j'ai développées. Bien sûr. Il y a un truc qui est intéressant quand même, c'est de s'apercevoir à quel point les muscles consomment aussi à l'état Oui, basal des calories, tu vois. Et, c'est euh, clair. et donc, tu vois, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque où je faisais de la musculation, je mangeais plus de glucides, mais au final, mon total calorique était peut-être de 3000 calories par jour. Et je faisais, peut-être 6 heures de sport par semaine, quelque chose comme ça. Et en plus, Okay. la musculation, tu vois, en termes de cardio, c'est pas non plus, c'est pas non plus fou. Moi, je faisais un peu de course à pied ou un peu de vélo à côté, mais pas à grosse intensité, quoi. Et aujourd'hui, je m'entraîne plutôt 10 heures par semaine avec beaucoup plus d'endurance, donc a priori qui consomme beaucoup plus de calories, tu vois. Un régime du coup qui a changé, qui est plutôt tourné sur les graisses et toujours plus ou moins 3000 calories par jour. Et pour autant, mon poids bouge pas. Hmm. Et c'est assez marrant parce que on pourrait imaginer qu'avec la quantité d'endurance que je fais, bah, j'aurais dû manger beaucoup plus. Et en réalité, non, parce que étant donné que j'ai un petit peu moins de muscles, un peu moins d'hypertrophie, eh bien, ils consomment moins de calories. Et ça compense l'augmentation de la dépense calorique sur les sports d'endurance. Bon, c'était juste pour la parenthèse, mais comme on en parlait un petit peu, je trouvais que c'était intéressant Je pense qu'il y a de... aussi une. Je suis d'accord avec toi et je pense qu'il y a aussi une qualité d'absorption des nutriments. Ça, c'est un truc, pareil, dont je n'ai pas vraiment de preuves scientifiques. C'est de l'observation sur le terrain depuis de nombreuses années et les centaines de personnes que j'ai coachées.
où en fait, tu vois qu'avec les alimentations très riches en glucides, euh, l'absorption de tes graisses et de tes protéines peut être, surtout de tes protéines, peut être limitée. Et de ce que je sais, dis-moi si je me trompe, tu manges très, très brut, beaucoup d'aliments entiers, très peu d'aliments transformés. Euh, du coup, plus de lipides. Et à mon avis, tu ne dois pas te charger en protéines toute la journée. Est-ce que je me trompe? Non, alors, bah, si tu veux, je peux te décrire un petit peu ma façon de manger, puis je te décrirai celle de ma femme, parce que Ouais. on n'a pas tout à fait la même façon de manger, Mais du coup, tu et dois on aussi n'a nous pas le même expliquer ton génotype. génotype. Tu es presque obligé Ouais, maintenant. Enfin, si exactement. tu veux bien. Donc moi, je suis ApoE3. Ouais. ApoE3, je suis DIO2 bon convertisseur, donc convertisseur moderne, donc je convertis bien la T4 en T3. Ouais. Par contre, j'ai pas beaucoup de copies d'AMY1A, donc Ouais. moins d'amylase, moins de capacité à digérer les glucides. Et, euh, et ça, c'est quelque chose dont je m'aperçois assez facilement, même de façon empirique. Tu vois, depuis que j'ai diminué ma consommation de glucides, je me sens beaucoup mieux. Et dès que j'en mange un petit peu trop, tu parlais de seuil de glucides tout à l'heure, dès que j'en mange un petit peu trop, je me sens moins bien, tu vois, potentiellement un peu Mm. plus de troubles digestifs, etc. Et puis, ouais, je sens que ça me fait pas du bien. Ma femme, à l'inverse, c'est ApoE4. Et elle, Ah elle a oui, plus de ok. copies AMY1A. Et tu vois, elle deal beaucoup mieux que moi avec les glucides. Et ça se voit, tu vois. Moi, par exemple, je peux pas manger de pain, gluten, pas trop de pâtes. Enfin, si je mange des glucides, ça va plutôt être sous forme de fruits, tu vois. De temps en temps, je mange un peu de céréales type millet, sarrasin, mais ça reste des petites quantités, tu vois. Ouais. Tandis que ma femme, elle a aucun problème et elle se sent parfaitement bien après, tu vois, même en termes d'énergie et tout. Je vois vraiment drastiquement la différence. Et pour Ouais. autant, malgré le fait qu'elle soit à peau 4 et qu'elle deal beaucoup mieux que moi avec les glucides, je pense qu'elle mange quand même beaucoup moins de glucides qu'un humain moderne. Et donc Ouais. voilà, je vais te décrire un petit peu les assiettes. Donc on mange à peu près la même chose le midi. Moi, je fais des grosses salades avec plein de légumes différents, pas mal d'huile d'olive, des oléagineux, des œufs. Et donc ça, c'est mon repas du midi, tu vois. Potentiellement des sardines, tu vois, aussi des petits poissons gras, mais jamais de viande le midi. Mm. Toujours soit des œufs, soit des sardines, et puis voilà, et puis beaucoup de légumes variés, beaucoup d'huile d'olive, d'oléagineux, des avocats, ce genre de choses. Et ma femme mange la même chose que moi le midi. Donc tu vois, sauf que elle va ajouter une tranche de pain, tu vois. Mais c'est Ouais. une tranche de pain. C'est pas la moitié de mon assiette qui est remplie de riz, quoi. Voilà, donc ça c'est le premier repas de la journée. Et puis le deuxième, le repas du soir, qui généralement suit mon entraînement, mon deuxième entraînement de la journée, mais le vrai entraînement de la journée, on va dire. Là, je vais avoir potentiellement, euh, éventuellement, un peu de glucides, tu vois. Donc là, je vais avoir généralement de la viande, du poulet, Ok. du bœuf, beaucoup, j'aime bien les abats, donc du foie, des rognons, tout ça. J'aime bien le gibier aussi, donc parfois de la biche, du sanglier, du cerf. Et donc pareil, ma femme, elle va potentiellement en manger aussi, mais elle va avoir un peu plus, tu vois, potentiellement, elle, je vais lui mettre peut-être 3 cuillères à soupe ou 4 cuillères à soupe de, de sarrasin cuit, tu vois, mais Ok. cuit. Donc en termes de calories, Ah, c'est c'est pas quand même énorme. pas, c'est pas énorme, tu vois. Et donc C'est moi, sûr. potentiellement, soit je vais pas en prendre, soit je vais en prendre aussi une ou deux. Et si j'en prends pas, bah, ça sera plutôt un fruit, tu vois. Pareil, le midi, potentiellement, je vais manger un fruit comme dessert. Donc voilà, donc c'est comme ça que se fait la différence entre ma femme et moi. C'est-à-dire que elle, je lui ai introduit un peu de glucides. Moi, j'en mange beaucoup moins, mais son alimentation est quand même pas drastiquement basée là-dessus. Son alimentation, elle est surtout basée sur des légumes de bonne qualité et des protéines de bonne qualité. Voilà. Et puis moi, je vais manger un peu de fromage parce que j'ai pas de problème avec les produits laitiers, un peu de parmesan par exemple, toujours Mm. bio, élevé en plein air. Je vais peut-être manger un peu de graisse de coco, un peu de beurre clarifié, ce genre de choses qu'elle va pas manger. Et puis tu vois, moi le Mm. soir, je vais peut-être manger 200 grammes de viande alors qu'elle va en manger que 100, tu vois. Mais en même temps, elle n'a pas la même activité sportive que moi, etc. Ouais. Donc voilà. Donc comment les deux se modulent. Mais ce que je voulais montrer, c'était que et donc, tu vois, et malgré tout, elle, tu vois, en dehors du quotidien, elle peut aller au resto ou se faire une pizza, etc., se manger un truc hyper glucidique. Il y a aucun problème, elle va super bien le digérer, quoi. Moi, par contre, voilà, je sais que c'est un truc, ça me va quand même moins bien si je mange un dessert à midi.
Si de toute façon, moi, les glucides, je les évite quand même pas mal le midi parce que je remarque que ça a tendance à vraiment abîmer la qualité de mon après-midi, de mon Mmh. énergie, de mon focus l'après-midi. Et, Souvent, euh, ouais. Ouais. et, et si je mange une part de gâteau, tu vois, parce qu'il y a un anniversaire, un truc comme ça, que je mange une part de gâteau à midi, pff, je me sens lourd l'après-midi, mon énergie, elle est vraiment down, vraiment en Ouais. bas des pâquerettes, tu vois. Et puis en fin d'après, je vais commencer à avoir des flatulences, etc. Enfin, vraiment, ça me réussit pas, quoi. Tandis qu'elle, elle va manger sa part de gâteau, ben, ça passe nickel. OK. J'ai 2 petites questions. Du coup, la première, c'est une petite question, l'autre, c'est pas une petite. C'est pourquoi est-ce que tu manges les carbs après l'entraînement et pas avant? Pourquoi je mange les carbs après l'entraînement et pas avant? Bah, pour 2 raisons. Déjà, il y a une raison, pratique, comme je le disais, j'aime pas manger des carbs le midi et puis, j'ai pas envie de manger avant d'aller courir parce que, sinon je remarque que d'un point de vue digestif, c'est pas terrible. Donc voilà, donc d'un point de vue pratique, il faudrait que je les mange le midi et j'ai pas envie de les manger le midi. Donc il y a Ouais. ça et puis, la seconde, c'est que, heu, j'ai plus une logique à me dire, que j'ai mérité mes glucides et du coup, je Ouais, recharge c'est la petite récompense. Ouais, ouais. que je prépare l'effort. Après, tu vois, OK. ça dépend vraiment de ce que j'ai comme entraînement le lendemain. Si j'ai pas un entraînement intense, j'ai pas spécialement intérêt à refaire mes stocks de glycogène. Donc, en réalité, je vais quand même pas en manger beaucoup. Tu vois, peut-être que mon dessert, ça va être des myrtilles avec du lait de coco et des graines de chia et ça me fait un petit pudding comme ça. Mais Mmh. au final, c'est hyper low carb. Et donc, le lendemain, comme ça, je m'entraînerai un peu à glycogène bas et en endurance, ça amène à des adaptations qui sont assez intéressantes. Et en force, je pense que j'ai une bonne gestion, tu vois, des filières lipidiques et donc j'ai pas l'impression que ça m'abîme trop. Enfin, en tout cas, que ça abîme trop mes performances. Et OK. de l'autre côté, par contre, si j'ai une séance intense en course à pied, tu vois, avec des fractionnés ou des choses comme ça, machin, le lendemain, Mmh. ben là, par contre, le repas du soir, je vais charger quand même plus en glucides. Tu vois, mon dessert, ça va plutôt être une ou deux bananes avec de la purée Ouais. d'amandes, etc. Et puis là, peut-être que j'ai mangé 3 cuillères de sarrasin cuit avec mon repas pour recharger un peu mes stocks de glycogène et être un peu mieux pour l'entraînement du lendemain. Et donc, quand j'ai une séance intense comme ça, j'aime bien prendre une cuillère à café de miel avant OK. de partir, parce que ça, OK. d'un point de vue digestif, ça me pose aucun problème et ça me permet Ouais. d'avoir des glucides. Et puis, par contre, quand je fais une sortie, tu vois, là, par exemple, de 3 heures de trail ou 4 heures ou 7 heures, ben là, par contre, je mange pendant l'entraînement. Et donc, j'ai testé plusieurs trucs, mais ce qui me réussit le mieux, c'est des espèces de. J'aime bien la marque Happy Run qui fait des barres avec justement à base de miel et d'oléagineux. OK. Du coup, l'index glycémique est quand même pas trop élevé, c'est pas trop hyper Ouais, glucidique, ça te donne de etc. l'énergie bien Donc voilà. diffuse. Mmh. Et en plus, le miel, il y a des enzymes, etc. Et donc, je remarque que je le digère beaucoup mieux que d'autres types de produits. OK. Hem, Petite parenthèse, si vous n'avez jamais testé banane purée d'amande, faites-le. C'est Ah oui. exceptionnellement bon. Ah, c'est une tuerie. Ah non, mais ça, c'est C'est une tuerie. incroyable. Ça, c'est une Ça, c'est tuerie. juste Et incroyable. parfois, je rajoute un peu de cannelle et puis un peu comment dire, de copeaux de noix de coco. Et ça, c'est exceptionnel. Ouais. Après, justement, je mange pas mal d'oléagineux dans ma journée, mais je fais juste attention avec les amandes où je les prends toujours émondées ou Ouais. alors en purée, la purée d'amandes blanches, justement grâce à Julien Vénesson qui m'a permis de prendre conscience que c'était quand même que la peau des amandes était particulièrement riche en anti-nutriments. En antinutriments, ouais. Ouais, ouais, et peut être très irritante pour le système digestif en plus, donc c'est vraiment une bonne idée. La deuxième chose, du coup, c'est que, vous êtes parents, Oui, 2 enfants. 2 enfants. Vous avez 2 enfants, vous avez testé vos propres génomes. Comment est-ce que vous allez gérer ça avec, les petits? A priori, vous allez commencer d'abord par, on va dire une alimentation, un mix de vous 2, ou est-ce que vous allez partir directement sur une génomique? Comment est-ce que vous allez gérer le truc? Alors déjà, bon, c'est une question intéressante. Déjà, j'ai des indices de ce que sont mes enfants, de par ce que D'accord. nous on est, puisqu'on hérite toujours d'une allèle du papa et de la maman. Et donc, Parce que toi, tu par es E3 exemple, E3 et elle est E4 E4? non, E4 3.
D'accord. Donc ça veut Donc il y a dire beaucoup de que mes E3 filles, déjà. elles sont soit E3, E3, soit E3, E4. Mais tu vois, par exemple, moi, je sais que je suis sensible au gluten. Ça se vérifie aussi. Donc, il y a des gènes qui sont un peu associés à la sensibilité au gluten, notamment HLA. Euh, et, euh, et donc, a priori, elle est obligée d'avoir au moins une allèle de gène-là, et donc potentiellement d'être un petit peu sensible au gluten. Et donc, donc au début, moi, j'ai pas fait de choix spécifique vis-à-vis de son alimentation. Simplement des produits bruts. Tu vois, le matin, je lui fais une omelette pomme ou banane avec un œuf et du chocolat noir à 90%. Voilà, Excellent. repas du midi, c'est légumes et protéines, et puis en dessert un fruit. Et puis le repas du soir, en général, elle n'a pas spécialement envie de goûter ou besoin de goûter. Elle le réclame pas, et donc voilà. Et donc le repas du soir, ça va être pareil que le midi, c'est-à-dire protéines et légumes. Et puis en plus, là, il y a une source de glucides, donc potentiellement sarrasin, millet. Voilà. Et puis en dessert, pareil, un fruit ou un yaourt. Voilà. Ok. Et tu vois, elle est rentrée à l'école, et donc le midi, elle mange à la cantine. Donc évidemment, elle découvre plein d'autres types de produits. C'est marrant d'ailleurs comment notre, tu vois, tous nos jugements, ils sont quand même basés sur un biais de contraste en réalité. Euh, Ouais. la discrimination de la température, par exemple, on est incapable de savoir la température intrinsèque de quelque chose. On sait seulement la juger par rapport à un différentiel. Ouais. C'est des expériences qui sont assez bien documentées, et je me suis aperçu, et j'ai vu des études là qui ont montré que c'est la même chose pour nos jugements. Tu vois des visages, par exemple, il y a une expérience comme ça qui a été faite. Tu avais des visages, tu devais dire si les visages étaient bienveillants ou malveillants. Ok. Et Ok. au fur et à mesure de l'avancée de l'expérience, eh bien, ils montraient plus que des visages bienveillants. Mais pour autant, les gens qui au début disaient bien quand ils étaient malveillants ou bienveillants, ont commencé à trouver des visages bienveillants, malveillants, pour garder cette espèce de répartition 50-50. Et Ok. ça met assez bien en perspective notre propension à essayer de rendre nos quotidiens le plus confortable possible, à éviter toute forme de problème. Parce qu'en réalité, en faisant ça, eh ben, loin de nous éloigner de toute forme de problème, on diminue plutôt notre seuil laminaire, le seuil à partir duquel on considère que quelque chose est un problème. Et donc des choses qui n'étaient pas des problèmes à l'époque en deviennent. Et donc en fait, on a autant de problèmes, simplement que c'est des problèmes plus simples et de moins en moins importants. Bref, je C'est m'égare en ça. digression, et je suis désolé pour ça, mais je trouvais que c'était Non, non, intéressant. non, c'est très Et, intéressant et je et, connais des et, gens qui sont devenus professionnels là-dedans, dans le fait d'avoir des problèmes qui n'en sont pas. Donc, je comprends très bien. Je comprends très bien. et du coup, là où je voulais en venir, c'est que tu vois, le sucre a jamais été très présent dans l'évolution de ma fille. Donc elle a 3 ans et demi, Ouais. à part que dans des produits bruts, tu vois, dans des fruits, etc. Et donc, elle mangeait des yaourts nature, et aucun problème avec ça, tu vois, parce qu'elle les trouvait super bons. Et Ouais. puis, et tu vois, et c'est marrant parce que là, parfois, bon, il y a des gens, il y a quelqu'un qui lui a donné un cookie, par exemple, elle l'a trouvé trop sucré. Ouais. C'est pour te montrer à quel point, tu vois, tes sens, etc., sont liés à ce biais de contraste. Et malgré tout, ben, au fur et à mesure où elle évolue, je m'aperçois qu'elle a quand même une propension Oui. à aimer le Le sucré qui yaourt nature, augmente. ça va être plus compliqué, c'est ça? Ben Ouais, maintenant, elle ouais. me demande Ouais, ouais. un peu de miel dedans, mais ça n'empêche que si je lui en mets pas, elle est quand même contente de manger son yaourt. Alors que, tu vois, par exemple, elle a une copine qui a le même âge qu'elle, qui est venue à la maison. Ma femme avait fait un gâteau à base de bananes, poudre d'amande, œufs. Et voilà, et donc le seul côté sucré, c'était les La bananes en banane, ouais. fait qui avaient été mixées Mmh. dedans. Et ben Lucie, elle les a adorées, et sa copine, enfin, elle a mangé une cuillère, elle a pas voulu manger le reste du gâteau, tu vois. Ouais. Et donc voilà. Et donc à la cantine, elle a commencé à manger plus de pain, ma fille, et, notamment du pain blanc qui est clairement pas terrible, sans levain, etc. Donc on va dire la pire forme de pain. Je l'ai pas relié tout de suite à ça, mais elle a commencé à se plaindre de douleurs de ventre Mmh. tous les jours, dès le matin, avant même d'avoir mangé quelque chose. Donc, au début, tu vois, on se disait, bah, c'est peut-être une petite connerie, etc. Système Ouais, digestif ouais. des enfants, il est un petit peu en construction. Et puis, quand ça fait 2 mois, tu te dis, bon, bah, au bout d'un moment,
C'est quand même On va embêtant cette s'inquiéter. histoire, ça serait bien de faire des tests, donc on a et étant donné que moi je suis sensible au gluten et que je sais que je le suis, ben, on a notamment testé de supprimer le gluten et puis là, ça a été beaucoup mieux. Et je pense pas qu'il faille une éviction, totale, mais Oui, simplement une limitation, tu vois? Il y a un seuil, de la même façon, il y a un seuil à partir duquel, ça déclenche des réactions qui sont pas profitables pour elle et ça, tu vois, il y a pas eu besoin de faire un test génétique. Mais le fait de moi savoir que je le suis m'a quand même orienté sur bien l'envie sûr, de faire ce test-là quand je me suis aperçu que depuis 2 mois ou 3 mois, elle se plaignait de douleurs de ventre. bien Et sûr. on a eu raison puisque aujourd'hui, ben, du coup, elle se plaint plus. Donc tu m'as parlé du, gène HLA, c'est ça, pour la sensibilité au Yes, gluten? J'ai HLA une pour la question, sensibilité. Ouais, vas-y. mais, parce que je sais qu'il y en a un pour le lactose, donc on va en parler juste après. Mais Ouais, du coup, j'ai une LCT. question pour être sûr si c'est, ah bah, voilà, LCT, donc je le note. Est-ce que c'est, comment dire ça? Est-ce que, donc, comme tu me l'as expliqué, ce que tu m'as expliqué, c'est qu'il y a X% qui sont déterminés. Donc, tu me disais entre 15 et 30%, si je me rappelle bien, hein, ce que tu m'as expliqué en début de podcast, qui Ouais. sont déterminés par tes gènes. Et puis après, ça va être donc entre 70 et 85 par l'expression, donc par le quotidien, par ton Mhm. environnement, par ce que tu vas faire. Par rapport à cette sensibilité au gluten, personnellement, j'ai mangé énormément de céréales, etc. quand j'étais plus jeune. Petit, je n'ai pas le souvenir d'avoir des problèmes digestifs particuliers. Plus tard, un peu plus. Par contre, maintenant, ma sensibilité au gluten, elle est très très claire. Moi, je mettais ça sur mon accident intestinal, quoi, tu vois, avec ce problème d'antibiotiques qui ont détruit ma flore intestinale et tous les problèmes que j'ai eu après. Mais finalement, je pourrais peut-être être un sensible au gluten génétique qui s'ignore en fait, enfin qui s'est ignoré pendant un temps parce que tu fais pas forcément attention ou parce que tu n'en manges pas assez ou X ou Y, ou est-ce que ça peut se déclencher selon toi? Bah, moi j'ai des pistes, mais je voudrais avoir ton avis sur la question. Non, je pense que ça va. Enfin, pour moi, déjà, enfin, si t'es pas cœliaque, en fait, je pense que tout le monde potentiellement a un problème avec le gluten. C'est Ouais, ouais, simplement qu'il y a des gens c'est qui sûr. sont plus sensibles que d'autres. Et donc, clairement, tu vois, comme pour toute agression, tu vois, tout est stress potentiellement. Et donc, le gluten est un stresseur pour le corps. Ok. Mm, mm. Selon ta capacité à gérer ce stresseur, eh bien, il va avoir un impact plus ou moins important sur ta santé. Les gens qui sont capables de manager ce stress extrêmement bien parce qu'ils ont une prédisposition génétique au fait de combattre cette agression, eh bien, il n'y aura pas trop de symptômes, pas trop de problèmes, et peut-être qu'ils vont pouvoir le manager comme ça toute leur vie. Et ceux qui ont déjà un terrain qui est un petit peu plus fragile, eh ben, lorsque tu vas dépasser ce seuil laminaire, justement, eh ben, potentiellement, tu vas commencer à générer des problèmes. Donc, je pense que tout le monde, en tout cas, a des problèmes avec du gluten moderne. Mais que chez certaines personnes, il y a certaines personnes qui sont mieux armées que d'autres pour y faire face. Ma femme est beaucoup mieux armée que moi pour faire face à ces problèmes de gluten. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que moi, du coup, j'ai fait une éviction à un moment complète et puis je me suis rendu compte que ça allait mieux, etc. Et donc, je me suis dit de temps en temps, bah tiens, je vais manger de temps en temps une petite tranche de pain au petit épeautre bio, le vin intégral, etc. Et au début, ça a très bien été. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est super. En fait, maintenant, j'ai une telle Ouais. santé digestive que tout va bien. Et du coup, dans Et l'armée tout le puis, temps. et du coup, j'en ai mangé une par jour, juste une tranche par jour. Et puis, en fait, au bout d'un moment, bah, paf, tout est revenu. Et donc là, je me suis dit, Tout non, en fait, pareil. en fait, Tout pareil. c'est juste qu'il y a une quantité au-delà de laquelle mon Ouais. corps est plus capable de manager ce stress. Et au final, dans la vie, tout est ça, en fait. Le corps est toujours en interaction avec son environnement. Et donc, il doit gérer des stresseurs. Et la question est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il est capable ou pas d'y faire face. Ouais, ok. J'ai été dans la. Donc, tu sais que la perméabilité intestinale, forcément, tout ça, ce sont des sujets qui me passionnent et sur lesquels je me suis beaucoup renseigné. J'ai été interviewé par Wilfried Launay de Bmove, c'était très intéressant. Et on a notamment parlé d'une petite réaction cutanée que j'ai faite la semaine dernière, ou il y a 10 jours, je ne sais plus, parce que euh, j'ai introduit de la protéine en poudre, donc de la whey isolate native, qui fonctionne très bien. Je suis très surpris, mais j'ai aucun problème digestif avec. Par contre, j'ai introduit là-dessus du beurre de cacahuète. Et ça, eh ben, tu vois, c'est un peu comme le gluten, mais en pire chez moi. Non, pas en pire, Ah c'est ouais. pas vrai, c'est pareil. Non, c'est pareil, c'est pas pire. En fait, la cacahuète, donc peu de gens le savent, mais c'est vraiment très, très inflammatoire, en fait, chez la plupart des humains. Euh,
pour mieux la digérer, il faudrait commencer à la faire tremper, enlever la peau, etc. Alors, tu te doutes bien que dans le beurre de cacahuète, même bio, ils ne s'embêtent pas ni à la faire tremper, ni à enlever la peau, ni quoi que ce soit de tout ça. Et donc, on se retrouve avec tous les facteurs déjà antinutriments. Et puis, on a aussi tous les facteurs pro-inflammatoires et irritants au niveau de l'intestin. Et Tu peux pas me donc, dire ça, effectivement, Jack, parce que la banane avec le beurre de cacahuète, c'est aussi très bon. c'est aussi très très bon, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que tu vois, tout à l'heure, j'ai accepté de promouvoir le beurre d'amande blanche avec Et- avec la banane. Le beurre de cacahuète, faites-le, mais ne le faites pas tout le temps. Voilà, faites-le une fois par semaine ou quelque chose comme ça, j'en sais rien, mais pas tous les jours. Et donc, moi, j'avais commencé avec une petite cuillère. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Parce qu'en plus, j'adore ça. Mais vraiment, j'adore ça. Et puis, je me dis, ah, qu'est-ce que c'est bon. Et puis, du coup, un peu comme toi, tu vois. Allez, le lendemain, une petite cuillère. Puis, le lendemain, une petite cuillère. Puis, après une semaine, je commence, ça y est, hop, je commence à avoir des petits boutons et tout. Je me dis, merde. Bon, allez, c'est pas grave, la cacahuète, elle passe à la trappe, on arrête. Je suis repassé au beurre d'amande ou à pas du tout de beurre. Et en fait, ça va beaucoup mieux. Du coup, même en gardant la protéine, j'ai plus aucun problème. Et donc, c'était pour illustrer ce problème de finalement de surcharge pour le système. Et je pense que le gluten, ça va être pareil avec voilà, certaines légumineuses, avec d'autres choses comme ça qui peuvent effectivement créer cette surcharge. Et on parlait notamment des lectines, qui sont des protéines très irritantes pour l'intestin quand elles sont en trop grande quantité, quand elles sont aussi en fonction des personnes, parce qu'il y a vraiment des personnes qui réagissent beaucoup plus que d'autres. Je pense qu'il y a vraiment une logique de sensibilité, encore une fois là, avec un seuil dont tu parles. Et donc, dans les cacahuètes notamment, on va retrouver ces fameuses lectines qui peuvent créer pas mal de problèmes intestinaux. Et donc, tu parlais de sensibilité au gluten. Et maintenant, je voudrais que tu nous parles donc du gène, pardon, qui code notre capacité à produire de la lactase. C'est ça alors en fait l'idée. Ouais, donc exactement, le gène LCT. Donc c'est pareil, tu vois, ça c'est des variantes génétiques qui sont vraiment venues suite à la Ouais, de révolution l'évolution. agricole. Oui, c'est ça, puisqu'on a Et commencé à manger beaucoup plus de produits laitiers à certains endroits du monde. exactement. Et Ouais, d'ailleurs, tu vois, c'est parfois assez difficile d'expliquer que l'évolution a été aussi rapide sur des gènes comme LCT, DIO2, etc. Parce qu'en réalité, 10-12 000 ans à l'échelle de l'évolution, c'est c'est rien du tout. c'est vraiment rien du tout. Et en fait, l'une des pistes pour expliquer cette rapidité d'évolution, c'est potentiellement des épidémies qui auraient tué en fait de grandes parties, de grandes Ok. populations d'humains qui n'auraient pas été dotées de ces spécificités génétiques. Tu vois, par exemple, donc, dans le cadre de la lactase, la capacité à digérer le lait, ben, évidemment, c'était un avantage génétique en termes de survie, Bien sûr. potentiellement même pour les enfants, etc., qui était hyper prégnant, tu vois, et donc qui a permis une sélection de plus en plus forte d'individus capables de digérer le lait. Après, ceci étant, la lactase, donc ce gène LCT, donc il n'y a que deux positions, enfin non, il y a trois positions, comme pour tout en réalité. Soit tu es hétérozygote, pardon, soit tu es Hétérozygote. homozygote ancestral, homozygote moderne ou hétérozygote. Si tu es homozygote moderne ou hétérozygote, dans ces deux cas-là, tu peux digérer la lactase. Et si tu es homozygote ancestral, tu peux pas. Euh, mais ceci étant, ça te renseigne que sur une seule partie de l'équation, parce que avec les produits laitiers, tu as le problème du lactose, mais tu as aussi le problème des caséines, etc. Oui. Donc c'est quand même un sujet qui est complexe, et potentiellement, même si tu as une variante qui te permet de digérer la lactase, c'est pas pour autant que tu vas être hyper bien avec les produits laitiers. Donc c'est vraiment un sujet complexe. C'est vraiment un sujet complexe à explorer. Est-ce que tu as des... Mm. Vas-y. Non, mais j'allais partir sur autre chose, donc vas-y, j'écoute d'abord ta question. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la caséine? Parce que c'est quelque chose dont je n'ai pas encore beaucoup parlé sur la chaîne, mais je prévois de le faire. Donc, le principe de la caséine, c'est une des protéines du lait. Et puis, tu vas peut-être nous expliquer pourquoi elle pose problème et surtout lesquelles. Alors, Laquelle? écoute, je vais avoir du mal à vraiment approfondir cette question. En réalité, c'est des protéines, effectivement, qu'on retrouve dans les produits laitiers. En fait, il y a plusieurs types de caséine déjà, et qui peuvent avoir tendance à faire des immunoglobulines, donc à créer des réactions du système immunitaire qui les attaquent. Et en fait, c'est un peu la même chose qu'avec le gluten, où le gluten, c'est une protéine du blé que notre système immunitaire potentiellement attaque. Enfin, tu me diras, avec le gluten, il y a un truc avec la zonuline aussi, etc., qui est un Mais petit la peu plus caséine complexe. aussi, en fait. C'est justement ça qui est intéressant.
OK, Ouais, ouais, ouais. mais donc je t'avoue, donc on a fait une masterclass sur le sujet avec le docteur Mouton sur tout, cet apprentissage, génomique Excellent. et donc on a fait, tout un truc sur toute une partie sur les produits laitiers, et quels produits laitiers tu peux manger et digérer, selon ton cas. Parce qu'en fait, il y a des gens qui peuvent pas digérer le lactose, mais du coup, il y a certains produits laitiers, où il y en a pas et à l'inverse, qui peuvent digérer le lactose, mais pas les caséines et donc dans ce cas-là, il y a d'autres types de produits laitiers qui peuvent leur aller et pour être tout à fait sincère et honnête avec toi, je me Tu pas tout souviens pas retenu. très bien de toutes ces spécificités parce Je que comprends, j'ai je l'impression qu'il y comprends. a il y a il y a il y a plein de, tu vois? Et d'ailleurs, je m'étais dit, tu vois, en faisant la masterclass, je leur ferai une espèce d'arbre décisionnel, C'est ce qu'il faut en faire, fonction c'est de où ça, ils sont, tu vois? Pour, c'est pour ça. arriver au bon endroit et savoir ce qu'ils peuvent manger parce que et donc j'ai pas réussi à mémoriser exactement, Non, je toutes les comprends. variantes possibles. Ben, on va prendre un exemple très simple. Donc, par exemple, la caséine de brebis, donc du lait de brebis, va être différente de la caséine de certaines vaches, notamment, si mes souvenirs sont bons, les Holstein, qui sont les vaches les plus utilisées par l'industrie laitière. Euh, et en fait, ces vaches Holstein, elles vont faire une caséine de type A1, si mes souvenirs sont bons, alors que la brebis va faire du type A2. Et donc cette caséine, elle va être effectivement, a priori, elle crée moins de réactions immunitaires. Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte, notamment l'impact sur ce que tu expliquais, donc la zonuline. Donc la zonuline, c'est une hormone qui va décider de la perméabilité intestinale à peu près. Donc lorsqu'on va produire la zonuline, en fait, on va ouvrir les jonctions serrées pour avoir plus de liquide pour évacuer. Mais du coup, on va aussi permettre à certaines protéines, par exemple, de pénétrer le système et donc d'augmenter les réactions immunitaires qui vont avoir lieu en conséquence. Maintenant, je prends un yaourt de brebis, par exemple. Pour la caséine, ça semble mieux. En plus, on peut imaginer un yaourt de brebis, lait cru, j'ai les ferments lactiques, c'est super pour mon microbiote, etc. Sauf que dans ce même lait, il y a le lactose. Et donc, si je le digère très mal, ça peut devenir ça le problème. Et donc, en fait, l'idée, c'est, comme tu disais, avec un espèce d'arbre décisionnel où on doit réfléchir à est-ce que d'abord j'ai un intestin perméable ou pas? Parce que je pense que dans ce cas-là, il faut juste arrêter les produits laitiers. On pourrait discuter du beurre clarifié, qui a priori est plutôt bien toléré par quasiment tout le monde. Je dis quasiment parce que j'ai entendu des gens qui ne le passaient pas très bien, mais je pense que c'est plus une question de goût ou de digestion des graisses plutôt que de ce produit laitier spécifique. Mais imaginons que j'ai l'intestin perméable, on dit ben non, produit laitier, plutôt pas pour l'instant. Ensuite, c'est est-ce que je digère bien le lactose ou pas? Déjà, tout ce qui est lait, tu peux oublier. Tout ce qui est yaourt, etc., il faut oublier. Il faut se tourner vers des fromages très affinés, parce que ou le kéfir éventuellement, mais plutôt le fromage très affiné, parce que le lactose va être digéré par les bactéries. Et puis, tu refais le même arbre avec la caséine en disant, bah, OK, moi, le lactose, ça craint, donc, par exemple, le parmesan, c'est cool. Oui, mais je passe pas la caséine. Donc, je peux pas prendre du parmesan de type A1, etc., etc. Donc, effectivement, c'est assez complexe. C'est pour ça que je pense que je prépare une vidéo dessus, mais que ça prend un peu de temps. Tu vois, il faut structurer le truc, il faut que ce soit bien fait. Mais, euh, mais du coup, effectivement, ce que tu expliquais, c'est que le gène LCT pourrait Ouais. expliquer au minimum ta propension à produire de la lactase et donc à digérer le lactose. Moi, je vais mettre un petit bémol et tu me dis si tu as les mêmes infos, mais et puis si tu n'en as pas, c'est pas grave. C'est que par contre, si tu manges des produits laitiers, imaginons les 2 premières années de ta vie, et puis que tu n'en manges plus pendant 15 ans, je pense qu'indépendamment de ton gène, probablement que tu vas arrêter de produire de la lactase et que donc si tu reprends, ça va être très très compliqué. Alors, ouais, bon, j'ai pas d'informations, scientifiques, sur le sujet, mais en tout cas, de prime abord, si tu codes pas pour la lactase, de toute façon, déjà, tu es sûr et certain de pas pouvoir en avoir. Donc déjà, c'est pas un indice, c'est une certitude, tu vois? Autant Ouais, pour le HLA et tu vois et la sensibilité au gluten, on parle de sensibilité au gluten. Mais là, on parle du fait de produire ou non la lactase. Donc c'est vraiment un on ou ouais, off. Je c'est digère le binaire. lait ou je peux pas digérer le lait. Si tu Avec le peux fait que produire je de vais la en produire lactase, quand je vais en produire si quand je suis enfant, tout petit, parce comment? que ça, naturellement, j'en ai Oui, oui, besoin. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, non, Bien bien sûr, sûr. c'est que ça va s'arrêter à Mais l'âge adulte, en fait, oui, hein. voilà, c'est ça. En fait, c'est un gène qui inhibe ou pas la capacité à la produire. Euh, donc, si tu as une bonne variante de LCT, donc là, encore une fois, on pourrait moduler en fonction de peut-être hétérozygote ou homozygote moderne, on va dire. L'homozygote moderne est naturellement plus capable de générer de la lactase que l'hétérozygote, mais dans les faits, les deux sont quand même capables de le digérer. Et donc, tu disais, Ouais. qu'est-ce qui se passe si j'en ai pas mangé pendant 15 ans et que j'en mange? Bah,
tu peux toujours produire de la lactase, de mon point de vue, hein. Par contre, est-ce que ça veut pour autant dire que tu vas bien digérer le lait? Et ben, à mon avis, pas forcément. Parce que dans cette histoire, c'est vrai qu'on a toujours tendance à faire un peu de réductionnisme, mais Oui, mais il c'est y un a ni système qui est ouais, beaucoup plus complexe. Et donc, il faut bien aussi prendre sûr. en compte le microbiote, etc. Et donc, les populations de ton microbiote et les colonies qui sont en train d'y vivre auront forcément évolué dans le Oui, contexte de l'alimentation que tu leur donnes à manger, parce qu'elles se nourrissent aussi, et donc elles se développent en conséquence. Et donc petit à petit, diminuera, à mon avis, ta capacité à digérer les produits laitiers. Mais ça, c'est pareil avec n'importe quel aliment. Si tu manges jamais de oui, lentilles et puis qu'un beau jour, tu te mets à manger plein de lentilles, ça va tu être vas voir que ça compliqué. va pas être la joie, hein. C'est ça. Je propose toujours de faire une introduction très, très progressive, notamment avec les aliments fermentés qui sont quelque chose, que je défends pour le moment parce que je vois l'impact, Mmh. autant sur certains papiers que sur, ma propre vie. Et donc sur les produits, fermentés, c'est pareil, je dis: «Voilà, si tu jamais mangé de choucroute, et que tu manges, 200 grammes, ça va être très, très compliqué». Je dis: «Tu commences par une cuillère à café et c'est très bien et le lendemain, tu prends une cuillère à soupe et puis tu laisses peut-être 24 heures, ou 48 même à ton corps, pour récupérer et puis tu recommences, quoi». Sachez que ça, c'est bon, c'est largement étudié, c'est pas une grosse nouveauté, mais on ne le sait pas bien. Le microbiote change extrêmement vite. Le microbiote change en 24 heures, tu changes de régime alimentaire, on reteste ton microbiote, il a déjà changé. C'est vraiment extrêmement, extrêmement rapide. En fait, Ouais, c'est un c'est fou. turnover, on peut expliquer quasiment constant. Mais ça veut dire aussi que si tu manges de la junk food pendant un mois, si tu manges que des légumes pendant un mois, ou si tu manges que de la viande pendant un mois, ben, tout ce que tu vas vouloir réintroduire après, ça va être compliqué parce que ton microbiote, il aura énormément changé en fait, pas un petit peu. Et ça, petite parenthèse, moi je l'ai vraiment vu avec le carnivore. J'ai fait 40 jours de carnivore. Alors j'ai mal géré les produits laitiers. Franchement, à refaire, j'aurais pas fait pareil. Mais bon, ça c'est une autre discussion et j'ai pas envie de le refaire maintenant. Euh, pour réintroduire des fibres et remanger facilement des fibres, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris des mois, pas 3 jours, des mois. Et c'est seulement un an après maintenant où je me dis, ok, j'ai vraiment retrouvé un système digestif. Alors, de moi, donc il y a toujours des choses qui passent pas du tout. Je t'expliquais avec le beurre de cacahuète ou le gluten, voilà, c'est compliqué. Mais je veux dire, je peux remanger de la salade, je peux remanger, voilà, je mange des carottes crues, moi, comme ça, je trouve ça extrêmement bon. Enfin, voilà, ça m'a pris vraiment très longtemps pour repartir. Et ça, on le voit par exemple avec, tu sais, le côté junk food, ou le côté, comme tu dis, avec les pâtes. Et bon, il y a les glucides, bien entendu, mais il y a aussi le côté où ton microbiote, il est enclin à ça, en fait. Et on sait à quel point il va te pousser à avoir des comportements qui vont en lien. Tu vois, tu parlais des goûts Mmh. de ta fille. On sait très bien que quelqu'un qui arrête de manger du sucre pendant longtemps, allez, longtemps, on va dire un mois, c'est déjà longtemps, hein, arrêter vraiment le sucre pour quelqu'un qui en mange régulièrement. Tu sais qu'après, tu vas avoir non seulement, comme tu le disais, un changement de goût, c'est-à-dire que des carottes bien cuites avec un peu d'huile d'olive, ça va te sembler sucré, ça va juste être un peu incroyable. Mais en plus, tu vas arrêter d'en avoir envie, en fait. Et ça, Mmh. c'est vraiment impressionnant. Ça, moi, je l'ai vu sur des dizaines de personnes que j'ai coachées, qui me disent après un temps, en fait, maintenant, c'est bon, je n'ai plus envie de ce sucre. Parce qu'il y a l'envie physiologique, il y a l'envie émotionnelle, bien sûr, avec le sucre, mais il y a aussi vraiment tu vois, cette poussée de ton microbiote qui dit, hé, nous, on est en train de crever la dalle. Vas-y, amen. Et là, je pense que c'est important de créer des changements qui sont quand même assez à long terme, entre guillemets, tu vois. Alors, quand je dis long terme, pour moi, c'est 4 semaines. Le médecin, le neuro avec qui j'avais parlé de carnivore, lui, il expliquait que ça pouvait prendre 3 mois et jusqu'à 6 mois à certaines personnes pour être totalement adaptées. Là, il faut s'accrocher quand même, hein. Parce que 6 mois de carnivore, quand tu n'es pas totalement adapté, tu vois, moi j'ai fait 40 jours. Punaise, il faut avoir envie, hein. Est-ce que tu as déjà, parce que tu parles de low carb, etc. Toi, tu as commencé à faire du low carb, high fat en testant ton génome ou tu faisais ça déjà avant? Alors, juste avant de répondre à cette question, parce qu'on parlait du microbiote, déjà, je savais pas qu'il changeait aussi rapidement et je trouve que c'est Ouais, hyper, hyper intéressant. Je pensais vraiment pas qu'il y avait une telle flexibilité. Par contre, j'ai lu effectivement beaucoup de documents qui montrent à quel point ces colonies influencent nos émotions, nos prises de ouais. décision, nos envies de manger, etc. Donc, ça, c'est clair. Et donc, je voulais mettre ça en perspective avec un autre gène, le FUT2, qui code pour le fucose. Et le fucose, c'est un petit peu comme une guirlande de Noël ou un appât. Un appât comme de l'amorce que tu mets quand tu vas attraper des poissons et que tu veux partir à la pêche. Et donc la capacité du corps à
créer du fucose justement et à créer cet appât. C'est un appât pour les bonnes bactéries, on va dire, les bonnes colonies OK. dans notre microbiote. Euh, de cette capacité-là dépend vraiment la qualité du microbiote intestinal qu'on va pouvoir développer au cours de la vie. Bien sûr, on sait que les 2-3 premières années sont extrêmement stratégiques dans la construction et Bien sûr. l'implantation de ces colonies. Mais voilà, le fait d'avoir du fucose, la capacité de faire du fucose, joue vraiment de façon très très importante là-dessus. Et donc, les gens qui ont une variante, une variante qui leur permet pas de produire du fucose, vont être très sujets à la dysbiose intestinale. OK. Et donc là, il va y avoir plusieurs options. Je pense que potentiellement la supplémentation en probiotiques ça sera intéressante, mais surtout, tu peux te supplémenter en euh, fucosilactine, je crois, quelque chose comme ça. OK. Fucosilactose, ouais, fucosilactose. Donc il y a lactose dedans, mais c'est pas un lactose qui nécessite de la lactase. Donc il y a pas de D'accord. problème à ce niveau-là. Il faudra peut-être juste être un petit peu progressif dans l'introduction. Et donc ça permet à ces gens qui sont pas capables d'en produire de malgré tout avoir ces petits appâts pour les bonnes bactéries de leur microbiote. Et Euh, tu peux me rappeler le nom du gène? FUT2, FUT2. OK. Cool. Euh, et du coup, pour répondre à ta question sur les régimes, moi, tu sais, je suis un peu un explorateur du potentiel humain et j'aime bien expérimenter plein de choses. Donc j'en ai testé beaucoup et j'ai commencé à faire à tester un peu le cétogène slash low carb avant de tester mon génome. Et donc, j'avais déjà découvert à quel point je me sentais mieux Ouais, avec ce type d'alimentation. Et donc, ma compréhension de la génomique a, a confirmé. confirmé ce que j'avais ressenti d'un point de vue empirique. Et m'a conforté aussi dans mon choix parce que tu sais, parfois, dans l'alimentation, tu vois plein de trucs potentiellement intéressants, tu as des trucs qui donnent envie, etc. Mais tu as parfois un petit peu peur de ne pas faire ce qu'il faut, surtout quand tu as, comme nous toi et moi, un système digestif peut-être un petit peu plus compliqué. Tu vois, ma femme, Ouais, je te parlais du gluten, etc. Mais de façon générale, je vois qu'elle a un système digestif hyper résilient. Elle ouais. peut se permettre presque n'importe quoi, ça va passer, tu vois. Tandis que Quelle chance. moi je sais que je dois faire plus attention. Et donc, et puis surtout j'ai des objectifs de performance intellectuelle en tant qu'entrepreneur, de performance physique par les exploits que j'ai envie de poursuivre en tant que père, etc. Euh, et donc, dans ce contexte-là, parfois, tu as peur de ne pas bien faire, tu vois, ou de te tromper de route. Et donc, ça fait partie inhérente du processus d'exploration. Mais je trouve ça apaisant de me dire que, OK, je le ressens d'un point de vue empirique et en même temps, tout ça prend sens dans ma compréhension de ma physiologie et de ma génétique. Et donc, j'ai un dernier élément de précision là-dessus. Vas-y, vas-y. La logique exploratoire est probablement toujours meilleure que l'approche génomique. Mais la logique exploratoire, elle prend des années. Tandis que la logique génomique, en une semaine, potentiellement, tu sais a priori quelles sont les grosses bases de la répartition de ton assiette. La logique exploratoire, c'est l'idée en fait de tester des choses et d'observer avec le plus d'objectivité possible ce que ça fait sur notre vie. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait, évidemment, parce que je n'ai à l'heure actuelle toujours pas testé mon génome et j'ai eu mon accident intestinal il y a, je sais même pas, il faudrait que je regarde quand ça s'est passé, mais ça fait plus de 10 ans, en tout cas, ça c'est une certitude. Euh, L'idée, c'est que je prône beaucoup, beaucoup cette exploration, surtout parce que ça permet, je trouve, de se reconnecter à nous-mêmes. Ça nous permet en fait de revenir à, tu vois, je me sens un peu mal tout le temps, mais en fait c'est normal parce que j'ai 33 ans et je me sens un peu mal depuis que j'ai 2 ans, tu vois, depuis que j'ai 5 ans, depuis que je m'en souviens en fait. Et donc, ben, pour moi, c'est devenu ma norme et c'est Hmm. donc pas quelque chose que je vais soupçonner être un problème. Et puis, tu enlèves, par exemple, le gluten, tu enlèves, je sais pas, tu remplaces les produits transformés par des produits bruts, tu manges peut-être moins de sucre, peu importe, tu vas faire un, deux, trois changements et là tu vas dire, en fait, tu vas découvrir un nouveau monde et tu vas te dire, non mais en fait, j'ai vécu pendant 30 ans avec du brouillard devant le visage. J'ai vécu pendant 30 ans avec
4 kilos de trop qui n'avaient rien à foutre là. J'ai peut-être avec des problèmes digestifs, peut-être que j'en sais rien, tu vois, un inconfort, quel qu'il soit. Et tu te dis, mais en fait, déjà, tu vois, tu casses un peu ce plafond de verre, je trouve. Tu vois, tu as un peu ce truc de, tu vois, nouveau monde qui s'ouvre à toi. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu as fait ça, quand tu vas réintroduire une chose ou l'autre, tu vas pouvoir observer ce qui se passe. C'est pour ça que moi, je suis un grand fan de la technique de l'éviction malgré tout, même si c'est vrai que c'est un peu fastidieux. Je pense qu'en 3-4 semaines, tu peux quand même avoir beaucoup de réponses. Si tu retires, par exemple, les produits laitiers et les céréales, qui sont quand même parmi les plus grands suspects au niveau des problèmes intestinaux, etc., tu commences par ça pendant 3-4 semaines. Tu réintroduis voilà, un petit peu de pain, tu vois comment ça se passe. Tu réintroduis un petit produit laitier, tu vois comment ça se passe. Tu peux quand même vite avoir des réponses sur comment ton système fonctionne, je trouve. C'est comme ça que tu as fonctionné aussi, Ouais, j'imagine. ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi et c'est marrant ce que tu dis, parce que, c'est cette question de normes, on revient à cette notion de contraste dont je parlais tout à l'heure et Hmm. en réalité, tu as l'impression d'exprimer ton plein potentiel, parce que ta norme, c'est celle-là et puis, il faut que tu dépasses cette ligne-là et que tu expérimentes un nouveau niveau, Ouais. d'énergie, de productivité, de créativité, d'épanouissement et cetera, pour t'apercevoir que ce que tu pensais être 100 était en réalité 60, tu vois? Et moi, dans ce parcours-là, tu vois, ces 5 dernières années, je dis souvent que Limitless Project a changé ma vie. Et c'est vraiment le cas parce que j'avais l'impression, tu vois, de bien vivre, entre guillemets, mais j'étais que l'ombre de celui que je suis devenu. Et ça, je trouve que ouais, c'est vraiment riche de sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire tant de choses euh, pour, euh, pour témoigner et communiquer autour de ces sujets parce que j'ai vraiment la sensation que l'humain moderne s'épanouit au minimum de son potentiel et pense que ce minimum est la norme, alors que c'est loin d'être le cas. Et je trouve qu'on a la chance inestimable d'être incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie. Et putain, merde, jouons-y, quoi. Jouons-y pleinement. Je suis avec toi. Est-ce que tu peux me donner d'autres choses, d'autres techniques qui, selon toi, permettent d'augmenter ce potentiel? Bah alors là, il y en aurait un paquet. Si tu veux, déjà, pour terminer sur J'en la, veux au sur, moins sur la trois. génomique, Vas-y, si vas-y, tu vas-y. veux, pour terminer sur la génomique, je te donne un dernier gène, c'est OGG1, qui code pour une enzyme qui permet d'aller parcourir les brins d'ADN et de réparer un petit peu toutes les mutations qu'il y a dedans. Et donc, si tu as une version variante ou hétérozygote, elle est drastiquement réduite. On parle de 7 fois moins efficace pour les Waouh. hétérozygotes et elle est plus qu'à 5% pour les homozygotes variants. Et donc, j'en parle dans sa relation avec l'alimentation parce que on sait que le jeûne intermittent, notamment, mais aussi potentiellement d'autres types d'hormèses, permettent de stimuler un gène qui s'appelle SIRT3, qui code pour les sirtuines et qui vient activer justement cette enzyme. Donc, pour les gens qui ont une variante moins efficace d'OGG1, je pense que la pratique potentiellement du jeûne intermittent, enfin, surtout la pratique du jeûne intermittent et puis éventuellement celle d'autres types d'hormèses comme le bain froid est justifiée. Et donc, ça me permet de faire le lien sur ta question. Moi, euh, je pense que l'une des KPI que je suis de façon avec le plus d'attention, c'est mes niveaux d'énergie au cours de la journée. Euh, Ouais, pareil. pour moi, c'est vraiment fondamental de préserver cette énergie et de choisir ce dans quoi je vais la dédier. J'en ai parlé avant le podcast, mais tout potentiellement est stress, même la charge cognitive, même si là, le fait de faire un podcast avec toi, je kiffe ça, et ben en réalité, c'est une forme de stress intellectuel pour mon corps. Et, Ouais. et, et moi, j'ai envie de choisir mes stresseurs. Tu vois, pour moi, le luxe ultime, c'est de choisir ce dans quoi et ce face à quoi j'ai envie de me battre ou de jouer. Et pour ça, eh ben, je contrôle tout le reste, tout ce qui est en mon pouvoir et qui me semble pas amusant ou pas important. Donc la qualité de l'air chez moi, ma nutrition, mon alimentation, ma récupération, etc. Tout ce que je peux contrôler, je le contrôle. Ouais. Euh, et ça me donne. Et donc là, on pourrait se dire, ouais, le gars, il est un petit peu taré, etc. Et puis c'est fatigant de toujours être discipliné, etc. En réalité, moi, je trouve qu'on me demande parfois comment je fais pour être aussi discipliné. Et je dis souvent que la discipline, c'est le plus facile parce que
je dois pas introduire dans mon système de charge mentale à la prise de décision de: «Est-ce que je vais faire ça aujourd'hui ou est-ce que je vais pas le faire? Comment est-ce Ouais, que je me sens?» et cetera. Non, c'est planifié, j'ai mes routines et cetera, et ça n'empêche que dans ces journées qui sont très segmentées, et bien, j'ai des plages dédiées pour le chaos, pour la variabilité, pour des choses que j'ai mmh, pas prévues. Mais tout ça fait partie d'un cadre qui est bien organisé. Donc le premier hack que je donnerais, c'est, cette observation, de ton énergie. Tu vois, moi, à la fin de chaque journée, je fais une petite, revue de ma journée où je regarde un petit peu mes tops, mes flops, comment s'est dépensée mon énergie, quelles ont été mes réflexions et cetera, et le fait d'observer ça, ça m'a permis, d'optimiser mon système. Tu parlais de logique OK. exploratoire avec de l'éviction. Et ben, moi, en faisant ça, par exemple, je sais que le matin, je suis beaucoup plus intelligent que l'après-midi. Donc, avant, mon fonctionnement de base, c'était de me dire: bah, voilà, je commence ma journée, j'ouvre mes mails et je suis entrepreneur, alors j'en ai toujours 50 000, et puis, c'est toujours des sollicitations extérieures. Elles sont toujours urgentes, Ouais, mais est-ce qu'elles sont réellement importantes? Est-ce qu'elles me permettent de faire évoluer, mon business à moyen long terme? Bah, non, pas forcément, et au final, je passe ma matinée à répondre à des sollicitations extérieures, là où je suis plus intelligent, alors que c'est des tâches qui me demandent pas tant d'intelligence, et l'après-midi, là où je suis dans une énergie peut-être un petit peu plus basse, eh bien, je vais justement travailler sur ce qui est important. Enfin, c'est absurde. Donc, je me suis mis des bloqueurs sur mon ordinateur pour m'empêcher de regarder mes mails le matin. Et donc, le matin, j'ai des sessions de deep work. Je mets une casquette, j'ouvre brain.fm, qui est une application qui permet d'avoir des espèces d'ambiance sonore avec des sons binauraux. Et moi, ça me met dans ma bulle. Et paf, et là, je passe à fond dans mon truc. Et puis, je suis 100 fois plus efficace en faisant ça. Et quelque part, je travaille moins du coup, et en étant moins mais mieux, tu vois. Donc j'ai plus de temps à disposition pour faire potentiellement plein d'autres choses qui elles-mêmes me permettent d'entretenir cette énergie. Donc, OK. ça, c'est un premier point. Le deuxième, on en a pas mal parlé avec l'alimentation, mais justement, tu vois, le fait de ne pas manger le matin, ou alors de me faire un bulletproof coffee avec de l'huile de MCT, du beurre clarifié, ça me donne vraiment une bonne énergie et un bon focus mental pour toute la matinée. Le fait de ne pas manger de glucides le midi, ça me permet de ne pas avoir de coups de barre ou de down l'après-midi. Et donc, j'ai l'impression d'avoir une énergie hyper stable pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Ça peut être la deuxième chose. Et puis, la troisième, j'avoue que le matin, j'aime bien avoir quelques pratiques pour justement me mettre en énergie, pour passer OK. de cet état un petit peu léthargique, parasympathique lié au sommeil, à un état d'activation. Donc, dans ce contexte-là, j'aime beaucoup les douches froides. Ça, pour moi, ça fait des années que je le fais, et ça a plein d'avantages à plein de niveaux. D'abord, c'est une première victoire contre moi-même, contre mon cerveau qui à chaque fois essaie de me tenter de la prendre chaude. Et donc, je suis fier d'avoir réussi à maîtriser ce que j'ai envie de faire et d'être. Il y a tout un tas de productions hormonales au niveau des catécholamines, d'adrénaline. Ça accompagne le pic de cortisol naturel du matin. Donc, il y a cet état ça favorise vraiment Très l'état de stimulant. focus. C'est Ouais, très ouais, stimulant, exactement. ouais. Et voilà, ça travaille aussi et ça participe à régler mes cycles circadiens, donc à mieux dormir le soir. D'ailleurs, dans ce contexte, j'aime bien aussi m'exposer à la lumière du soleil le matin, faire une petite marche. Je vais promener, enfin déposer ma fille à l'école à pied. Donc comme ça, je vois le soleil, ce qui permet de synchroniser mon noyau suprachiasmatique. Ça permet à mes cellules de savoir quelle heure il est. Et puis, il y a comme une espèce de chronomètre qui s'allume à partir de ce moment-là, et qui sait que 14 à 16 heures plus tard, il faudra produire de la mélatonine. Et en fait, Mmh. le corps, c'est une symphonie. Et quand tu apprends à surfer sur la vague de ton corps, et là, j'en reviens à l'observation de tes journées. Voilà, tu vois, moi, la journée, le matin, j'ai vraiment je surfe sur cette vague de cortisol, d'adrénaline, je suis sur cette vague montante, il y a la température qui monte, etc. Vers midi, je vais être un peu plus sur le parasympathique, je vais passer un petit peu de temps justement à me poser, à manger. Après avoir mangé, je vais potentiellement regarder peut-être une formation, répondre à des mails, etc. Des choses pas trop stressantes, pas trop stimulantes. Puis après, je vais peut-être avoir une nouvelle phase un petit peu plus créative. Et puis après, je vais aller faire mon sport qui va me permettre de relâcher tout le stress, entre guillemets, même le bon stress que j'ai pu accumuler pendant ma journée, et qui va faire cette espèce de sas entre ma journée de travail et puis ma soirée. Puis ensuite, j'ai mon repas en famille qui est un moment précieux de partage, de qualité.
Et puis après, je tombe dans ma soirée où là, je vais accompagner cette phase descendante. Et ma femme le sait très bien, à partir d'une certaine heure, il faut pas me parler de choses trop stimulantes intellectuellement, parce que sinon mon cerveau part à 200 Je fais la même et chose après avec j'arrive plus à dormir. Donc ouais. parfois elle commence, elle me dit un truc, puis là, je lui dis non, stop, 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 arrête-toi, arrête-toi, Demain, arrête-toi, tu demain, gardes ça pour demain. demain. Mais là, Ouais, surtout, je ne veux pas connaître le début de ce que tu vas dire, tu vois. ouais, Donc, ouais. donc Je tu fais vois, pareil avec tout ma ça, femme c'est de aussi temps en temps, ouais. c'est de de la connaissance de soi, tu vois. Et donc, voilà, le matin, parfois, j'aime bien me faire un petit peu de cycle de respiration Wim Hof. Et même dans la respiration Wim Hof, tu as deux types, tu vois. Tu as soit le type où je m'amuse à faire des rétentions un petit peu longues et que je trouve hyper agréable et que je suis avec 5 minutes de gratitude où je visualise le visage émerveillé de ma fille et son grand sourire, et ça me rend juste heureux pour le reste de la journée. Puis il y a des jours où je veux un peu plus me dynamiser et où je vais faire des pompes pendant les phases de rétention, ce qui a un effet un petit peu équilibrateur du système nerveux, mais aussi activateur, et qui me met en énergie. Et donc, tout ça, au final, j'ai l'impression, en fait, au fur et à mesure du temps, et grâce à Limitless Project, d'avoir construit une boîte à outils et d'utiliser de façon de plus en plus flexible cette boîte à outils en fonction des contraintes de mon environnement. Mais je pense que la base fondamentale de tout ça, c'est l'observation de soi, de ses journées. Tu vois, je te parlais de mes revenus journaliers, j'en fais aussi de façon hebdomadaire et mensuelle et annuelle. Et, euh, et je pense qu'il n'y a que en observant la façon dont tu vis que tu peux influer sur la courbe de ton destin. Et quand tu as une boîte, tu le fais naturellement. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas à notre échelle personnelle et individuelle?